Voilà, bonjour à tous, bienvenue et merci d'être là pour cette webconférence dédiée aux préférences naturelles et puis aux réflexes archaïques. On est heureux de vous accueillir avec Paul. Salut Paul. Salut, salut de France. Donc voilà, bonjour à tous. Et puis il est 20 heures quasi pile, vous êtes déjà plus de 100 et puis c'est en train de grimper. Vous êtes plus de 700, vous êtes inscrits pour cette webconf. Est-ce que vous arrivez déjà, bonjour Virginie, est-ce que vous arrivez déjà à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, qu'on soit sûr qu'au niveau technique, c'est à peu près calé? Alors, j'attends vos retours. Et puis, en attendant que vous puissiez, donc vous avez un petit, vous savez sur la droite, un petit chat dans lequel vous pouvez vous inscrire et puis poser d'ailleurs vos questions tout au long de cette webconférence. Alors, les questions, on ne va pas y répondre au fur et à mesure. En fait, on les prendra et puis on répondra à la fin de la présentation. On va déjà nous-mêmes nous présenter un petit peu et puis après vous faire cette présentation sur la rencontre de ces deux grandes entités qui sont les préférences naturelles et puis les réflexes archaïques. Et puis à l'issue, on aura une offre à vous faire puisqu'il y a une formation qu'on a mise en place type digital avec Paul et puis vous aurez une offre spéciale sur cette formation après la présentation de la webconf. Et puis ensuite, on répondra à toutes vos questions. Voilà, Jérémy, bonjour Jérémy, c'est parfait. Extra, Laurent, parfait. Mehdi, bonjour à tous, impec pour moi. Ok, très bien, extra. Alors, je vous propose de commencer. Alors, pour les gens qui suivent Volodalen, vous savez que Volodalen, c'est une entreprise qui à la fois fait du coaching, de la clinique, de la formation et puis de la recherche, et que tout ça, c'est axé autour des préférences naturelles. Donc, pour les gens qui connaîtraient pas encore ce que sont ces préférences naturelles, eh bien, les préférences naturelles, c'est des mouvements qu'on fait comme ça spontanément et qui nous permettent d'atteindre un bon résultat en dépensant peu d'énergie. C'est comme si on avait dans notre corps des espèces d'autoroutes qu'on aime bien prendre, qui sont assez adaptables pour autant et qui sont particulièrement efficaces, qui créent pas de stress. Et donc, c'est comme si les choses étaient déjà écrites et puis nous permettent d'avoir un résultat immédiat. Souvent, pour pouvoir faire ça, ces préférences, on se demande, par exemple, de croiser les doigts et on voit que quand on croise les doigts, on n'a pas de stress, on peut y aller. Et quand on croise, eh bien, on a un résultat qui est immédiat. Et 50% de la population va le faire en mettant le pouce gauche au-dessus. Vous pouvez regarder ce que ça donne pour vous. Puis 50% va le faire à avoir, je sais pas, toi, Paul, quel est le pouce que tu mets au-dessus? Non, gauche. Le gauche aussi. Spontanément. Voilà. Et donc, c'est ça une préférence. Si j'ai pas à réfléchir, je produis un résultat qui ne me stresse pas et puis qui est bon. Et remarquez que dans une population, ben là, je vous l'ai dit pour juste cette manière de faire, 50% des personnes vont être dans un schéma, 50% dans l'autre. C'est bien une préférence, c'est engrammé en nous, c'est écrit. Alors, on va voir les liens avec ce que sont les réflexes archaïques. Donc, rebonjour Paul, et puis si tu peux déjà un peu te présenter, puis nous dire qu'est-ce qu'il en est de ces réflexes, qu'est-ce que c'est en fait, si on peut donner une définition. Ouais. Bah moi, très rapidement, pour me présenter, je suis un élève qui avait du mal à l'école petit et qui a cherché à partir de l'âge de 20 ans à surmonter ses difficultés en voyageant un peu dans le monde entier. Et puis, j'ai découvert un certain nombre de méthodes dans plein de pays, aussi loin que les États-Unis, l'Australie ou d'autres pays. J'ai rencontré des choses qui passaient souvent par le corps. Et puis, très vite, j'ai entendu parler, enfin, très vite, dans les années 90, j'ai entendu parler des premiers travaux qui se développaient sur les réflexes archaïques. Et puis j'ai eu la chance d'inviter et d'organiser en France les premières formations sur le sujet dès la fin des années 90 et puis surtout à fond à partir des années 2000 jusqu'à créer l'intégration motrice primordiale qui est un peu une synthèse de ce que j'ai appris pendant 20 ans sur ce sujet-là et que j'ai lancé en 2011 sous le nom IMP, intégration motrice primordiale. Et on se centre beaucoup sur ces réflexes archaïques. Et les réflexes archaïques, c'est un petit peu comme la définition que tu viens de donner des préférences naturelles, c'est-à-dire que ce sont des fonctionnements indique réflexe, c'est-à-dire automatique, mais qu'on peut observer déjà chez le bébé. C'est-à-dire que le bébé, dès la naissance, il présente un certain nombre de fonctionnements automatiques, et la plupart d'entre nous connaissent déjà un certain nombre de réflexes parce qu'on sait que les pédiatres testent ces réflexes à la naissance, parce qu'on s'assure que ces réflexes archaïques, primitifs, soient bien présents chez le bébé, parce qu'on sait que ces réflexes, s'ils ne sont pas présents chez le bébé, ça montre qu'il y a
certainement un dysfonctionnement au niveau neurologique. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80, 90 et suivantes? C'est qu'on s'est rendu compte que certains de ces réflexes, normalement, doivent s'inhiber en grandissant et que certains de ces réflexes ne vont pas s'inhiber en grandissant. Et c'est-à-dire qu'on va être toujours gouverné par ces fonctionnements automatiques au lieu de pouvoir, en quelque sorte, corticaliser les choses, maîtriser ces réflexes et partir dans des apprentissages ultérieurs. On peut dire en quelque sorte que les réflexes sont des schèmes moteurs, un design de base qu'on a au niveau structurel, sur lequel on va s'appuyer pour développer plus tard les mouvements, qui soient les mouvements de la vie quotidienne, le mouvement sportif, mais aussi bien des mouvements qu'on va utiliser dans la cognition, comme par exemple la lecture, l'écriture, la concentration, les tâches très très scolaires, se basent sur des schèmes moteurs, sur des patrons moteurs, que sont les réflexes archaïques. Donc ces réflexes archaïques, c'est présent à la naissance et c'est censé s'inhiber, disparaître progressivement pour laisser place finalement à quoi? À l'apprentissage qui va se faire de manière consciente, orientée vers une tâche précise. Donc ça pose tout de suite la question de cette webconf, c'est qu'il y a un champ qu'on appelle celui des réflexes archaïques ou réflexes primordiaux qui sont des mouvements automatiques qui sont là en fait au départ pour la survie, puis qui sont destinés à s'intégrer, donc à s'inhiber. Et puis il y a un champ de mouvements qu'on va faire aussi spontanément, qu'on appelle les préférences naturelles. Donc on va essayer de positionner ces champs à travers la présentation qui vient. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais partager mon écran et puis on va voir cette présentation. Par l'intermédiaire, on va commencer par un des réflexes importants qu'on appelle le réflexe de Moro. Voilà, donc je fais mon partage d'écran. Voilà, hop. Voilà. Donc normalement, vous voyez, vous me confirmez que vous voyez bien en fait l'écran au complet. Parfait. Donc voilà, dans cette webconférence, on va d'abord aborder l'embrassade de Moro et puis voir les liens avec les préférences. On va voir combien c'est une espèce de couple qui va s'unir pour produire une réalité qui a l'interfaçage du réflexe et puis des préférences. Et on va voir combien ça peut impacter à la fois la performance, à la fois la genèse des blessures, bien sûr l'émotionnel et puis le comportement. On viendra ensuite dans un deuxième thème, on va parler du réflexe de Galant, le définir et puis voir quelles sont les incidences dans ses relations avec les préférences motrices. Enfin, on fera un petit mot sur cette espèce de couple incroyable à l'interfaçage duquel nous, quasiment chaque semaine, de nouvelles connaissances viennent se structurer parce que je te posais la question, Paul, puis tu me disais que les réflexes, c'est une connaissance qui a à peu près une quarantaine, une cinquantaine d'années, alors que les préférences naturelles, c'est une connaissance qui a commencé à émerger il y a 20, 25 ans. Donc, on voit bien que c'est deux connaissances qui sont tout à fait nouvelles, dans lesquelles il y a de l'innovation quasiment chaque jour ou chaque semaine sur la compréhension de la manière dont on bouge et ce que ça induit sur l'ensemble de notre être. Puis enfin, on viendra vous proposer une offre exclusive, qui est une formation digitale qui a été faite entre Paul Ludivine, donc l'IMP, et Volodalen, donc entre ces réflexes archaïques et puis les préférences naturelles. Alors, si vous voulez bien, je commence par cette course. Je vous mets la vidéo. Elle va peut-être vous apparaître un peu hachée, mais au moins vous pouvez voir à peu près ce qui est en train de s'y passer. On est à Rio. C'est la finale chez les filles du BMX. Alors, la troisième, celle qui va arriver troisième, qui a un pull un peu jaune sur la manche droite. Alors, vous voyez déjà qu'il y a quelques vélos qui partent. Donc, vous voyez combien... pour ce sport, il faut avoir de dextérité et d'équilibre. Et puis, donc, regardez bien la troisième. Voilà celle qui va terminer troisième, parce qu'on va en reparler juste après dans ses motricités. Voilà, la course se termine. Donc, c'est une fille qui a fait championne du monde l'année d'avant. Et puis là, elle termine à la troisième place. Donc, cette fille, on la retrouve ici au laboratoire quand on lui demande de faire des sauts. Et regardez bien comment il fait ses sauts. Voilà. Hop, je m'équilibre. Ça passe pas bien? Ça passe moyen, la vidéo. Ok. Alors, je vais vous le traduire. Donc, la première vidéo, en fait, il y a souvent un peu de... Ça hache un peu. Mais là, celle qui nous intéresse, c'est surtout celle qui vient maintenant. On le voit, c'est un saut, c'est un mouvement qui est très simple. Et là, vous voyez déséquilibre arrière. Elle refait un saut très simple et on revoit déséquilibre arrière. Donc la question est, comment une athlète qui est un niveau mondial, sur un geste très simple, se retrouve très vite en déséquilibre arrière? Pour les gens qui connaissent les motricités naturelles, sachez que c'est quelqu'un qui a une motricité
terrienne. Ça veut dire qu'en général, les terriens, une des définitions, c'est les gens qui ont facilité à venir s'ancrer et à venir créer de l'équilibre en arrière. Donc, à l'endroit même où sa préférence naturelle devrait lui donner quelque chose qui lui permet d'être équilibré et très à l'aise, et là, vous le voyez sur cet exercice, très vite, elle va se présenter un déséquilibre. Alors, après les JO, elle a fait plusieurs courses, et notamment dans une des courses, elle est tombée. Et puis, à l'issue, elle s'est retrouvée à avoir une motricité qui avait un petit peu été modifiée. Voilà. Si vous arrivez à voir, là, on voit qu'elle va venir tirer une charge, faire un épaulé jeté. Habituellement, les gens qui ont sa motricité, c'est des gens qui descendent facilement. Et là, on voit qu'elle le fait, comme on dit, nous, tout debout. Elle est quasiment sur la pointe des pieds. Voilà, on le reprend encore une fois. Voilà, pointe de pied. Alors, voilà la question. Comment quelqu'un qui a une préférence naturelle dans l'ancrage et dans l'équilibre sur l'arrière se retrouve dans une situation dans laquelle elle a perdu son équilibre en arrière, elle ne fait plus d'ancrage, mais elle fait de l'hyperextension. On la voit donc à être complètement alignée dans son mouvement. Une hypothèse serait que, au moment où elle est tombée, elle est réveillée un réflexe. Il s'avère qu'elle en a plusieurs, mais il y en a un qui va nous intéresser là dans la présentation. Et si Stéphanie avait développé ou avait fait ressurgir un réflexe qui s'appelle le réflexe de Moro. Donc, est-ce que tu arrives à nous en parler un petit peu de ce réflexe de Moro, Paul? Voilà, absolument. Le réflexe de Moro, c'est important d'en parler et c'est souvent quelque chose qu'on définit en premier dans les réflexes parce que c'est un réflexe qu'on voit chez le bébé et qu'on teste systématiquement chez le bébé qui, en quelque sorte, fait le lien entre l'oreille interne et la proprioception corporelle. C'est assez connu. La manière de le tester, c'est de prendre un bébé dans sa main. Donc, c'est un bébé qui doit être moins de 3 mois et on fait comme si on voulait lâcher le bébé. On fait semblant de lâcher le bébé. Et normalement, si on pourrait dire son oreille interne est bien connectée à son système musculaire, au moment où le bébé sent qu'il tombe, il va s'ouvrir sur son axe, puis se refermer. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, il est en position plus ou moins fétale, parce que c'est un tout petit bébé. Eh bien, quand il sent qu'il tombe, il s'ouvre automatiquement, il ouvre les doigts, il pousse un cri, il bloque sa respiration, ça c'est important, je sais qu'on va en reparler, et ensuite il se referme sur lui-même, il reprend sa position initiale. Donc en quelque sorte, alors beaucoup de gens disent, c'est une sorte de résidu de l'époque des singes, dont nous faisons partie, où le bébé singe s'accroche au corps de sa mère qui saute de branche en branche. Donc le petit bébé humain, d'une certaine manière, chercherait à imiter le petit singe, au cas où sa maman saute de branche en branche, et bien il part avec, au lieu d'être laissé sur place. Évidemment, ça fait des millions d'années, et on pourrait se dire qu'il n'y a pas de raison que ce réflexe soit toujours présent. Mais ce qu'on a développé, nous, c'est la bipédie en tant que singe humain. Et dans la bipédie, une des choses les plus importantes, c'est de garder l'équilibre, c'est pas de tomber. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand nous, on glisse, quand on perd l'équilibre? Si on glisse sur une peau de banane, si on glisse sur une plaque de verglas, si on glisse sur de la terre, quelque chose de meuble, eh bien, on va partir en arrière. À ce moment-là, l'oreille interne prend cette information-là, et qu'est-ce qu'on fait? Même quoi qu'on ait dans les mains ou quoi que ce soit, on va partir vers l'extérieur pour aller chercher la sécurité. Ça va se fonctionner conjointement avec un agrippement très très fort. Donc on va chercher à agripper la stabilité. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est deux choses. Un, déjà, c'est connexion de l'oreille interne avec le système musculaire du corps. Donc c'est une chose évidemment dans le geste sportif et dans quelque chose que tu viens de nous montrer, des gens qui font du BMX ou n'importe quel geste sportif d'ailleurs, il est impératif que ce soit parfaitement synchronisé, l'oreille interne et la musculation du corps, les chaînes musculaires du corps. Mais parallèlement à ça, on va se rendre compte que les enfants, je viens de dire que ce réflexe de Moro dure jusqu'à l'âge de 3 mois. Ça veut dire qu'après 3 mois, il s'inhibe, il est plus présent. Si je prends un bébé de 4-5 mois et que je refais le même geste, il n'y a plus de Moro. Le bébé sourit, le bébé est content, on peut jeter le bébé en l'air. Il n'est plus influencé en quelque sorte par ce réflexe de Moro. En revanche, dès qu'il y a un danger et qu'on perd réellement l'équilibre quand on sera à la marche bipédique, on réactive ce Moro. Ça veut dire sous stress, le Moro s'active. Mais on s'aperçoit qu'il y a un pourcentage de la population, pour un certain nombre de raisons, en grandissant, il n'inhibe pas ce Moro. C'est-à-dire qu'il suffit d'une toute petite stimulation et ce Moro s'active toujours. Et on va retrouver deux choses. Évidemment, une gestuelle qui va être affectée dans certains mouvements et ça il faut le souligner, on va retrouver souvent une insécurité émotionnelle. C'est-à-dire que la personne, c'est comme si elle se disait « Ouh là là, le stress peut arriver, je vais perdre l'équilibre, je vais tomber ». C'est un peu comme si elle se disait en permanence « Il y a du verglas, la chaussée est glissante, faisons gaffe, sortons le train d'atterrissage en permanence ». Et donc ça va affecter la personne au niveau
de son système postural, son système d'équilibre, et au niveau émotionnel, ça va créer une insécurité au niveau de ce réflexe de Moro. D'accord. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que à partir du moment où je peux rattraper quelque chose, c'est sécurisant. Quand bien même, en fait, je serais à tomber, ben, ça va peut-être sacrifier un bras ou ça va faire mal à une articulation, mais au moins, ça protège le cerveau. Mais si on prend le... Exactement, c'est ça. C'est la priorité, c'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'on va tomber et qu'on peut se casser les bras en tombant, mais c'est bien moins pire que de se fracasser le crâne ou de se casser le sacrum qui nous empêcherait en tant que chasseurs-cueilleurs de continuer à vivre notre vie. Et donc la nature a privilégié l'axe par rapport à la périphérie, on va protéger l'axe et en particulier le système nerveux par rapport à la périphérie. Donc même si ça semble un archaïsme, c'est pour ça, tu l'as dit tout à l'heure, moi je préfère parler de réflexes primordiaux. Oui, c'est archaïque dans le sens où c'est l'héritage d'un très très long passé de millions d'années d'évolution, mais c'est toujours utile et fondamental dans notre vie aujourd'hui parce qu'on est sujet en tant que bipède à une chute éventuelle et il faut qu'on se rattrape. Et donc, ça ramène un sujet qui est important. Le réflexe de Moro, il ne disparaît jamais, comme n'importe quel réflexe, il ne disparaît jamais, il s'inhibe quand il n'y a pas de danger, mais en cas de danger, ils ressurgissent. Le seul truc, c'est de s'assurer, ici, si on parle de sportifs, que les athlètes ne se sentent pas en situation de danger, parce qu'à ce moment-là, le Moro, comme on le voit sur les vidéos ou l'entraînement de cette jeune fille que tu nous as montré, le Moro, à ce moment-là, prend les commandes et vient parasiter sa gestuelle de son geste sportif qu'elle aimerait réaliser, enfin, parce que son corps lui dit danger. Donc un peu paradoxalement, en fait, alors que sa présence en vraie situation de danger permet, donc c'est une ressource pour se sauver, ben, comme ça donne une suractivation du danger, une surreprésentation du danger en situation de peu de danger, eh ben, ça va créer le problème que ça essaie de résoudre dans une autre situation. Exactement. C'est bien ça. Exactement. Ok, alors maintenant la question c'est, il y a la question comment on peut le tester, comment on peut ensuite l'inhiber, l'intégrer si ça s'est pas fait tout seul. Peut-être est-ce que tu arrives à nous parler de la manière de le tester? Et puis ensuite, on voit des incidences sur ce que ça peut générer comme type de blessure dans des sports où on se dit mais il va pas du tout intervenir, comme par exemple la course à pied. Ça fait partie des éléments qu'on a pu voir sur les dernières années, des relations, cette fois entre les préférences, les manières de placer son centre de masse, et puis la présence de réflexes qui vont donner des gestes qui paradoxalement, alors que tout était là pour que ça se passe bien, qui peuvent être des gestes qui vont blesser et qui donnent des blessures, des fois chroniques, des fois plus qui viennent d'un coup comme ça. Mais est-ce qu'on peut déjà parler un petit peu de la manière de le repérer en fait? Oui, oui. Peut-être tu peux remettre la diapo que tu avais prévue. En fait, j'indiquais il y a un instant que si on veut tester ce réflexe chez un bébé, ben on prend le bébé et on fait semblant de le lâcher. Évidemment, avec un adulte, même avec les enfants avec lesquels je travaille, voilà, c'est pas possible. Mais on va reproduire, c'est ce qu'on voit sur cette diapo, on va reproduire cette situation-là, c'est-à-dire qu'on va mettre la personne en déséquilibre, mais on va lui donner une consigne, c'est-à-dire qu'on lui dit, vous voyez Ludivine là, elle est bien stable, bien solide, elle tient cette petite fille et lui dit, je vais te lâcher sur 3-4 cm, mais je te rattrape, je suis là, pas de panique, on lui demande de mettre ses bras devant elle, et normalement, on la lâche sur 3-4 cm, donc il ne s'agit pas de la faire tomber pour de vrai. Et normalement, les bras de la personne ne devraient pas bouger. Et d'ailleurs, on peut d'ailleurs lui donner cette instruction, garde tes bras devant toi, je vais juste te lâcher sur 3-4 cm. Et qu'est-ce qui se passe? Si le Moro est bien intégré, bien inhibé, eh bien on lâche la personne sur 3-4 cm, elle est à l'aise, elle s'est sentie en sécurité, et ses bras n'ont pas bougé. En revanche, s'il y a une trop forte présence du réflexe de Moro, sous-entendu, si le réflexe de Moro ne s'est pas suffisamment inhibé, intégré, eh bien même si on met la personne dans la sécurité, si on lui explique ce qu'on va faire, qu'on lui demande de pas bouger ses bras, eh bien elle pourra pas s'empêcher d'écarter ses bras, d'avoir peur, de mettre un pied en arrière pour se rattraper. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a mis en relation la partie réflexe et la volonté consciente, on lui a donné une instruction, et bien malgré cela, elle ne peut pas réaliser cette instruction parce que son sous-cortical semble plus puissant que sa volonté consciente. Donc, ça veut dire qu'en termes comportemental, c'est aussi des gens qui ont plus de mal à donner la confiance, qui sont en suranalyse tout le temps de ce qui pourrait se produire, qui pourrait arriver de mal pour essayer de faire face à cette situation, donc qui sont
en surexpression d'un stress, d'une angoisse, parce qu'ils sont tout le temps en train de se le représenter pour essayer de l'éviter. C'est bien ça. Voilà. Okay. Et c'est pour ça que moi, j'ai utilisé cette analogie de dire qu'un réflexe non intégré, non inhibé, c'est comme avoir du parasitage en permanence. C'est-à-dire, comme quand on a une radio avec des parasitages, bon, si c'est très peu de parasites, ça va, on arrive à vivre correctement et on peut continuer à écouter la radio, mais à partir du moment où le parasitage devient trop fort, c'est insupportable. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Des fois, les gens, ils ont quelques petits réflexes ici ou là, pas bien intégrés, ça crée un peu de parasitage. Donc, ça veut dire gêne pour la concentration, lenteur, fatigue, doit faire plus d'efforts, gestuelle affectée, mais jusqu'à des points où les gens se retrouvent en échec complet, que ce soit au niveau scolaire, parce que moi, je travaille beaucoup avec des enfants en situation de difficulté scolaire, ou dans le geste sportif. Voilà. Donc, on peut très facilement évaluer si les réflexes sont inhibés ou pas. Ici, évidemment, il y en a un qu'on présente ce soir, on va en parler de deux, mais dans la formation digitale, on va en montrer plus que ça, sachant qu'en totalité, sur tout ce qu'on connaît et les recherches qui ont été faites, on a à peu près entre 30 et 40 réflexes significatifs pour lesquels on connaît le lien entre le réflexe, la cognition, la posture et le travail et l'émotion. Alors justement, par rapport à ce lien avec les motricités, là, je vous propose de regarder un patient qui est en train de marcher, puis un autre patient qui allait voir son kiné et puis qui est en train de courir. Les deux ont des douleurs articulaires. Et donc là, on va voir ce monde passionnant qui est la rencontre entre ces réflexes et mouvements automatiques et puis les préférences. Et je vais vous donner un ou deux éléments. On l'a vu dans un peu tous les sports qui sont à l'œuvre, dans toutes les motricités, c'est à l'œuvre. On va voir un petit peu ça. Donc ça, ce monsieur, alors chez lui, c'est extrêmement présent. Au départ, les médecins pensaient que c'était quelqu'un qui avait même une sclérose en plaques, c'est-à-dire qui détruisait son système nerveux. Or, pas du tout. En fait, on voit donc un patient qui a des pertes d'équilibre assez fréquentes, qui a des douleurs articulaires. La première caractéristique quand on le voit marcher, c'est que clairement, on voit quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à venir fléchir. On n'a même plus de flexion. Hein. Si je vous fais un arrêt sur image, voilà ce que vous voyez. Ça, c'est ce qu'on appelle un talon extension. Vous voyez ce talon-là, et puis la jambe derrière est toute tendue. Donc, on a le centre de masse qui est à l'arrière. On a la personne qui va présenter le talon, et puis elle n'a plus de possibilité d'amorti puisque tout reste en extension. Donc, c'est un des effets du Moro que de fait de venir, c'est comme si on avait une petite ficelle qui venait nous tirer au plafond, et donc on a du mal à venir fléchir. On devient, on dirait, si on parlait en motricité naturelle, plus aérien que ce qui était prévu. Alors, ça c'est à la marche. Maintenant, regardez à la course. Donc, c'est quelqu'un qui venait pour le fameux, c'est-à-dire la pathologie numéro 1 du coureur à pied, le syndrome fémoro-patellaire, ce qui en gros veut dire « j'ai mal au genou », pour faire simple. Et donc, quand vous le regardez, cette personne, en soi, on dirait ça semble aller, sauf que regardez de nouveau, si je fais un arrêt sur image, vous avez le même fonctionnement. Vous avez ce pied qui relève beaucoup, le centre de masse, donc le bassin est bien à l'arrière, je viens chercher un appui devant moi, puis au moment où je vais venir toucher, je vais taper dans le sol. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun système pour venir amortir. Là, je vous amortir. Je vous montre pour que vous puissiez voir un arrêt sur image. Donc, c'est ce fameux talon extension, qui est un overstriding des anglo-saxons. Et c'est ce qui a amené dans les 20 dernières années, puisque les scientifiques se sont rendus compte que les gens qui présentaient un gros talon comme ça avaient tendance à se faire plus mal au genou. C'est ce qui a amené la justification qui disait n'allez pas courir sur le talon. Or, il s'avère que, en tout cas chez les gens qui sont originaires du Caucase, il y a juste 90% des gens qui courent en posant le talon. Donc, on a 10 talons, mais en fait, le problème n'était pas le talon. Poser le talon quand on marche et puis quand on court, c'est juste normal. C'est bien ce qui se passe et ce qu'on voit chez ce monsieur, un talon extension. Donc qui a empêché d'utiliser mes articulations, qui a empêché d'utiliser mes muscles pour venir amortir. Donc nous, on a pu voir, pour faire ce lien avec les motricités naturelles, que beaucoup de gens qui présentent des problèmes de genoux, il y en a d'autres qui peuvent intervenir, mais de type syndrome fémoro-patellaire, on peut avoir aussi des talalgies, c'est-à-dire des douleurs sous le talon, sont des personnes qui sont plutôt de motricité terrienne, donc c'est des gens qui gardent leur centre de masse derrière, et puis qui ont développé des réflexes d'extension, et notamment le réflexe de Moro. Le réflexe de Moro m'a enlevé de la possibilité d'amorti dans la flexion, puisque c'est un réflexe en priorité d'extension. Mon bassin est resté derrière, et donc j'ai le talon,
et j'ai l'extension à la fois. Donc, c'est double effet qui se coule, mais qui ne va pas dans le sens qui nous intéresse. Donc, le long, nous, de ce qu'on appelle le curseur des motricités, qui va des gens les plus terriens, donc les plus basés sur la flexion, aux plus aériens. Ben, si vous allez à droite de ce que vous voyez, là, on a les gens qu'on appelle les rigides. Et dans les gens qu'on appelle les rigides, donc c'est des gens qui font de la vibration et qui tapent dans le sol, eh bien, on en voit une grande proportion qui sont des gens qui ont développé des réflexes d'extension et notamment ce réflexe de Moreau. Le comportement ne va pas être exactement le même selon que la personne est aérienne au départ ou terrienne. Je vous ai présenté le cas de la personne terrienne avec cet overstriding, ce talon extension. Donc, vous voyez, on commence à comprendre qu'il y a une mécanique qui est à l'œuvre entre les préférences naturelles et les réflexes qui donne un mouvement qui ne joue plus. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, le niveau de connaissance aujourd'hui en mode scientifique a été, même si c'est en train de passer complètement, donc c'est une étape qui est en train de passer, a été de dire, ne mettez pas le talon parce que les gens qui mettent le talon, ils se font mal aux genoux. Donc c'est vraiment une nouvelle étape dans la compréhension de nos motricités. Un autre effet sur ce réflexe de Moreau, c'est que comme ça on a du mal, les gens qui l'ont quand il est très prononcé, à venir créer de la flexion, c'est aussi des gens qui ont du mal à enrouler le corps. Et donc, regardez cette personne à qui on demande de faire juste des abdos classiques, et vous voyez que alors que son ventre veut la ramener au centre, on voit que sa tête, elle va dans le sens inverse. Ce qui fait que parmi les effets cliniques qu'on voit en fait régulièrement avec le Moreau, c'est des tensions à l'arrière au niveau du cou. En point de vue clinique, toi, tu as déjà repéré ça, hein, Paul? Oui, bien sûr, parce que le déclencheur au niveau du Moreau, c'est environ 30 degrés au niveau de la nuque. Et ce qui semble paradoxal dans ce que tu montres, c'est que les gens pourraient dire, puisque le Moreau, c'est extension-flexion, la personne ne devrait pas avoir de mal à faire ça. Mais justement, c'est mécomprendre ce qui se passe réellement, c'est que la personne fait cette flexion-extension de manière réflexe. Comme elle l'a pas inhibé, ce schème moteur n'est pas porteur d'une motricité volontaire. Donc c'est paradoxal, ces gens font spontanément quelque chose qu'ils ont du mal à faire quand on leur demande de le faire volontairement. Et en particulier dans le Moreau, effectivement, on a cette difficulté au niveau de la nuque par rapport à toute la chaîne globale de flexion. Alors un effet qu'on n'attendrait pas, nous on a pu s'en rendre compte parce que maintenant on a quand même cumulé une quantité d'observations ici au laboratoire. C'est ce qui se passe quand une personne a un Moreau. Donc si on reprend le schéma du Moreau, c'est toute situation qui est une situation dans laquelle il peut y avoir un stress externe, eh bien, le Moreau qui est là déjà et puis qui essaie de faire en sorte que tout se passe bien, et donc qui est très sensible à tout effet de stress, eh bien, il va s'activer de manière un peu plus ardue que prévu normalement pour une personne qui serait dans une situation standard, et donc va amplifier le stress qui est en train de se produire. Là, c'est des résultats, alors je vous l'explique, ça paraît un peu illisible, mais je vous explique de quoi il s'agit. Donc, c'est deux sportives, une sportive en haut où j'ai mis no Moreau, puis une sportive en bas qui a le Moreau, qui sont venues faire un test d'effort. Donc, un test d'effort, c'est quoi? Si on amène les gens sur le tapis, d'abord, on leur fait faire une petite course qui dure 4-5 minutes pour prendre leur économie de course. Ils ont un masque et puis on mesure un peu tout le schéma respiratoire. Puis après, il commence lentement et puis chaque minute, on augmente d'1,5 km/h l'effort, la difficulté, jusqu'à ce que la personne s'arrête. Donc, quelqu'un qui n'a pas le Moreau, elle va faire déjà au début, dans le test d'économie, elle va avoir ce qu'on appelle un état stable. Ensuite, quand elle va monter, ça va monter de manière progressive, donc c'est la personne du haut, de manière progressive avec l'intensité. Puis elle va s'arrêter à un endroit qui, en termes de physiologie, est bien connu, et qui est repérable par le fait que ce que vous voyez qui est en rouge, les petits points rouges, ils vont dépasser les petits points bleus. Donc ces petits points rouges, c'est ce qu'on appelle le VCO2, rejet de dioxyde de carbone. Donc là, on sait, ça fait partie de critères internationaux, que la personne a atteint son maximum physiologique. Elle a pu aller au bout de l'effort. Pas de Moreau. Quand les gens arrivent et puis qu'ils ont le Moreau, qu'ils vont faire le test d'effort, la première particularité qui fait qu'on le reconnaît, c'est que quand ils rentrent sur le tapis, ils ont beaucoup plus de problèmes d'équilibre que les autres. Hyperextension, j'ai peur, ça bouge en dessous. Comme j'ai moins de stabilité spontanément liée au Moreau, je fais plus attention. Donc, je suis déjà beaucoup plus en vigilance, en éveil.
Ce qui fait que quand on fait la mesure déjà au repos, qu'on commence à mettre le masque, eh bien, on a les gens qui sont déjà en surventilation. C'est comme s'ils étaient déjà en train de faire l'effort alors qu'ils sont au repos. C'est ce qu'on voit au tout début de la courbe. Ensuite, on leur demande de courir. Et au niveau, là, ils courent à une vitesse très stable. C'est la première partie, je vous le montre. Je ne sais pas si vous le voyez avec ma souris. En fait, c'est ici. On s'attend à ce que le bleu soit stable, c'est à peu près OK, consommation d'oxygène. Puis on s'attend à ce que la fréquence cardiaque en jaune soit stable, et vous voyez une complète dérive. Et on s'attend à ce que le rouge soit stable, c'est le rejet de dioxyde de carbone, et pareil, complète dérive. Donc ça, on sait que c'est la relation avec le fight des anglo-saxons. C'est le corps qui est en hypervigilance, qui est en hyper-excitation, donc c'est de l'orthosympathique. C'est la situation est attention, danger. Et donc, tout est activé au-delà de ce qui est attendu. Ensuite, la personne, on la met un peu au repos là, et puis après, elle va commencer son test progressif, et puis on monte au fur et à mesure l'effort. Et autant vous voyez sur la courbe du haut que l'augmentation de la fréquence cardiaque est progressive, autant vous allez là comme un dos d'âne, vous voyez, ça monte plus vite d'un coup. Et ça, c'est le même effet. C'est que dès qu'il va falloir remonter, je suis stressé parce que j'ai un peu attendu, puis je rentre dans le mouvement, et la physiologie s'emballe. Alors, on pourrait se dire, la physiologie va s'emballer jusqu'au bout. Eh bien, non, pas de bol. Quand les personnes arrivent à ce qui devrait être proche de leur maximum, mais qui ne l'est pas encore, c'est coup de panique, hyperventilation. Dans la quasi-totalité des cas, quand le Moro est très présent, les personnes arrachent leur masque, elles ont le sentiment de ne plus pouvoir respirer. Et on voit que la courbe rouge dépasse très peu la courbe bleue. Donc, en fait, quand on les fait faire les tests sur un tapis, c'est des gens qui vont pas à leur maximum. Si on les fait courir à l'extérieur sans le masque, parce qu'ils ont le sentiment d'asphyxie avec le masque, on les fait courir à l'extérieur sans le masque, en moyenne, elles vont 1 km/h plus vite que sur le tapis. Donc, on peut lire dans la physiologie ce Moro qui est présent, c'est-à-dire cette situation d'un corps qui se sent en danger parce qu'on est venu impacter son équilibre, parce qu'on est venu impacter la manière de respirer. Et vous savez que face à un danger, on a tous tendance à inspirer davantage, à faire et puis le Moro, ça augmente ça, et donc ça amène vite un schéma de panique. Donc, face à ce vécu qui peut être ce niveau de stress très élevé, cette difficulté à venir se poser, la question de est-ce qu'on peut quand même, en dépit du fait qu'on soit adulte et puis que ce soit là, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour faire que ce Moro soit intégré, donc pour diminuer son impact et notamment ses effets négatifs. Paul, est-ce que tu arrives à nous dire quelque chose là-dessus? Oui. Oui, parce qu'à partir des années 90 et surtout 2000, il y a plusieurs professionnels dans le monde entier qui ont commencé à s'intéresser à ce travail sur les réflexes et évidemment, constater la présence de réflexes et la non-inhibition de réflexes, c'était déjà intéressant en soi, comme par exemple ce que tu viens de nous montrer en disant bon bah tiens, ça permet de comprendre pourquoi une personne peut avoir des difficultés dans son entraînement. Mais évidemment après, forcément les chercheurs se sont posés la question est-ce qu'il n'est pas trop tard, même adulte, pour réintégrer ces réflexes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc là, il y a eu on pourrait dire qu'il y a plusieurs écoles, et il y a surtout plusieurs approches qui sont développées pour chercher à réintégrer les réflexes. Alors on peut pas dire qu'il y en a une qui soit fondamentalement meilleure qu'une autre parce que ça dépend à quel public on s'adresse. Ce sera pas la même chose si on s'adresse à des enfants, à des bébés, à des personnes en situation de handicap, à des sportifs, etc., etc. Donc il y a plusieurs approches qui existent. Une des approches qui est très très efficace, c'est tout simplement un travail bien connu de la plupart des professionnels, des kinés ou autres, c'est le travail isométrique. Le travail isométrique, ça veut dire qu'on va faire un travail contre-résistance, alors dans notre cas qui va être très douce, sans qu'il y ait un déplacement des membres. C'est-à-dire qu'on va mettre le corps en position de Moro, comme on peut le voir sur ces dessins-là, et soit on va demander à un opérateur, une personne, de maintenir le sujet dans la position, soit on va utiliser des élastiques ou des ballons pour faire vivre à la personne son schème de Moro. C'est-à-dire, l'idée est la suivante. Normalement, un bébé intègre ses réflexes en les utilisant. C'est parce qu'il les a utilisés correctement et sans stress. Attention, ça ne veut pas dire j'ai pris un bébé, je l'ai stressé et je lui fais faire le Moro, je lui fais croire qu'il tombe, il pleure à chaque fois, il va intégrer le réflexe. Non, c'est parce qu'il a une programmation parallèlement à son réflexe de Moro où il va faire des mouvements d'ouverture, fermeture. Et il va le faire dans le calme, quand il n'est pas stressé. C'est-à-dire que tout le monde sait, en étudiant les bébés, c'est que les mouvements des bébés
varie énormément entre un bébé qui vient de naître et un enfant qui a 1 an, un bébé de 1 an. Et il va passer par un certain nombre de phases. Il va développer les fléchisseurs, les extenseurs, la musculature latérale. Il va ensuite développer les mouvements de retournement, la capacité à s'asseoir, etc. L'idée première ici, c'est de réutiliser ces schèmes moteurs, mais en douceur. Il faudrait pas croire que c'est parce qu'on met de la force. Ce qu'on veut faire, c'est pas tellement créer un mouvement, parce qu'après tout, n'importe qui est capable de s'ouvrir et de se fermer, comme dans le cadre du Moro, mais c'est de le faire avec une force minimale. Et c'est ça qui est difficile, parce que les gens peuvent le faire de manière réflexe, sous stress, mais ils ont du mal à contrôler le mouvement. Donc on va utiliser soit un opérateur, soit une bande élastique ou un ballon, pour aller dans le sens du réflexe et dans son sens opposé. On veut faire vivre à la personne le double mouvement. Et dans le cas du Moro, c'est un mouvement de fermeture-ouverture. Et à partir du moment où le cerveau, le système nerveux, réapprend en douceur et sans stress à faire ce mouvement de fermeture-ouverture de manière isométrique, donc sans déplacement de membres, juste pour connecter le cerveau avec la musculature, eh bien, il va être capable très rapidement, en quelques jours, en quelques semaines, selon les cas, d'inhiber le réflexe. C'est comme si le cerveau disait « Ok, j'ai compris ce schème moteur, je peux maintenant le corticaliser et je peux l'abandonner au niveau de la motricité. » Pour bien comprendre, réflexe. en fait, c'est le réflexe, quand il s'active dans son schéma de réflexe, il ne fait que s'entretenir, voire de s'augmenter. Et si on le réalise de manière douce, il disparaît. Oui. Pour faire, enfin, il s'intègre. Oui. Ok. Exactement. Parfait. Exactement. Alors, je continue un peu cette présentation. Une fois qu'on a pu voir ce Moro, donc ce qu'on voit dans ce que l'on vient de décrire, c'est que sur un des cas notamment qu'on a pris, c'est que le réflexe, comme les préférences ont joué au niveau de la survie, de la manière dont on s'équilibre, dont on protège le cerveau, ça va créer une émotion au moment où il vient se réaliser. De la même manière qu'une préférence, en fait, il y a une remontée de sensations qui vont me permettre de faire face à une situation. Et puis, il y a un type d'effet d'un point de vue plus cognition ou comportemental. Si on prend sur un schéma plus terrien, donc le terrien, on a dit, c'est les gens qui savent s'ancrer, qui savent gérer l'espace arrière. Quand le Moro est là, comme il l'amène vers le haut, eh bien, il ne permet plus d'utiliser ce système qu'on appelle le modèle de la poulie. La poulie, c'est quoi? C'est les articulations qui peuvent venir amortir les chocs au niveau du sol. Donc, c'est les muscles qui s'activent, qui permettent d'amortir et puis qui permettent de trouver cette flexion et puis cet équilibre arrière. Et la personne va donc, en revanche, gagner au niveau de ses rebonds. Elle va devenir, nous, ce qu'on appelle quelqu'un de vertical. Elle va se verticaliser. Donc, son espace d'équilibre va être diminué. C'est ce qui va donner aussi cette tendance à aller dans le contrôle. Mais enfin, par exemple, si je fais de l'athlé puis je suis sur 100 mètres, ça va améliorer mes réponses dans le rebond. Donc, il y a toujours la notion, on retrouve toujours cette notion de ressource, puis en même temps, de problème qui peut être induit par cette ressource. Ok, donc voilà pour le Moro et puis les liens avec les préférences, on l'a établi dans le cadre d'un terrien qui devient quelqu'un de plus vertical, qui a perdu de l'équilibre, qui a perdu de la capacité à l'amorti, puis qui est devenu donc un peu plus aérien qu'elle-même. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième étape, qui est de regarder ce réflexe, maintenant un nouveau réflexe qu'on appelle le réflexe de Galant. Alors, voilà, je vous propose de regarder ces deux vidéos. C'est une coureuse belge qui est à gauche et puis une petite qui est présente dans la formation qui est à droite. J'aurais juste demandé de faire un 4 pattes et regardez comment ces deux personnes font le 4 pattes. Voilà. Donc, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque notre petite Danae qui est à droite, eh bien, elle a plusieurs réflexes qui sont à l'œuvre. Mais vous voyez qu'on voit bien ce bassin qui se promène de droite et de gauche. Maintenant, je vous présente un tennisman qui est aussi de niveau mondial, mais qui est un aérien. Donc, on l'attend à voir et puis à faire des rebonds. Et regardez déjà rien que sur l'image que vous voyez là, comment on voit ses fesses qui partent complètement à droite. L'aérien, c'est modèle masse-ressort, donc il faut être aligné pour pouvoir rebondir en dessous. Là, on voit bien que le modèle masse-ressort, il n'utilise pas trop puisqu'il a déjà désaligné ses hanches. On voit cette hanche qui part complètement sur la droite. Et ça vous donne cette course, qui est une course qui tend à croiser les jambes. Si on regarde derrière, c'est comme si le pied qui était en poussée, il vient croiser le pied qui est à l'appui.
Voilà, ça vous rappellera, si vous êtes professionnel de santé, vous allez en voir un certain nombre de patients qui ont tendance à courir comme ça. Donc, beaucoup moins de verticalité, cette fois, un peu l'inverse de ce que l'on voit dans le Moro, et beaucoup plus de fonctionnement avec des hanches qui viennent rouler comme ça, au moment où on s'attendrait, en tout cas dans la motricité aérienne, à ce qu'elles viennent se fixer pour permettre à la force d'aller de haut en bas. Est-ce que Taringri va nous dire 2-3 mots sur ce galant Le réflexe de Galant, c'est un réflexe qui est très intéressant parce que si on prend un bébé qui vient de naître et qu'on touche délicatement de part et d'autre de la colonne vertébrale, si on touche du côté droit, eh bien le bébé va fortement s'incliner, exactement comme ce que tu nous as montré sur les 4 pattes ou sur ce monsieur où on voit son bassin qui part d'un côté. Et si on fait ça à gauche, il part à gauche. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les zones tactiles du dos et la chaîne latérale, complètement à droite et complètement à gauche, au niveau de la musculature du dos. On pourrait se dire à quoi ça sert, on comprend très bien dans le Moro à quoi il sert, et là pourquoi le fait de toucher sur le dos d'un bébé le fait incliner complètement d'un côté et de l'autre. Eh bien ça sert pour la descente dans le canal de la naissance. C'est-à-dire quand la mère a des contractions pendant tout l'accouchement, eh bien le bébé va faire ce mouvement de reptation, c'est-à-dire c'est pas un mouvement volontaire bien sûr, c'est-à-dire que les contractions vont engendrer ce sort de simili-reptation à travers le canal de la naissance. Donc ça veut dire que le bébé vient au monde grâce à ce réflexe. J'en profite pour dire que la plupart du temps, le fœtus, lorsqu'il vient au monde, il dort. Ces réflexes, puisqu'il s'agit de réflexes, n'impliquent pas de la conscience. Donc moi, ça m'arrive souvent de voir des bébés, pour faire des tests sur les bébés, ils dorment, on peut activer tous ces réflexes. Il n'y a pas de conscience là-dedans. C'est à notre insu que ça se passe. Et donc, ce réflexe, il est très présent chez un nouveau-né, et puis il va progressivement s'amenuiser parce qu'il va laisser place à la mise en place des chaînes musculaires, de la motricité volontaire, et en particulier, il va s'amenuiser quand on commence à passer à la position assise puis debout, où là, on structure un peu tous les haubans pour faire face à la gravité, toutes les chaînes musculaires pour faire face à la gravité, et à ce moment-là, il est impératif que ce réflexe disparaisse. Pour un certain nombre de raisons, eh bien, ce réflexe de Galant peut rester actif chez un certain nombre de gens et du coup, ça va les affecter dans ces mouvements-là. Et une des premières choses qu'on voit, c'est la difficulté de faire du 4 pattes. Là, tu demandes à ces gens de faire du 4 pattes, mais à l'état bébé, il y a de fortes chances pour que ces gens-là n'aient pas fait 4 pattes, qu'ils soient passés directement à la marche debout. Parce que le Galant leur posait trop de problèmes pour faire du 4 pattes et sont mis directement debout. Et ça, une chose qu'on voit fréquemment ensuite, c'est exactement ce que tu viens de montrer là avec ce monsieur qui court, puisque en fait, on a une incapacité à stabiliser en gros la région du carré des lombes, c'est-à-dire ce qui connecte le bassin avec la cage thoracique, donc les mouvements du tronc sont complètement affectés. Pour la petite histoire, c'est un des réflexes qu'on va trouver le plus fréquemment actif chez les enfants qualifiés d'hyperactifs. Parce qu'en fait, c'est chez ces enfants-là, la moindre petit toucher, le moindre sensation tactile au niveau du dos les fait s'agiter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ces enfants-là, on leur demande d'être assis toute la journée en classe. Et donc, le dossier de la chaise, le fait d'être assis, les fait gigoter en permanence. Donc, c'est le réflexe qu'on va trouver le plus fréquemment dans les difficultés de course à pied et parallèlement aussi dans les difficultés à rester assis sur une chaise, dans les problèmes de donc dans les liens avec les préférences, puis pour bien comprendre combien un réflexe peut en même temps être un problème, parce que là, tu as donné un certain nombre de cas où ça va poser des soucis, mais en même temps peut être une ressource. Eh bien, oui. Donc ce qu'on voit, c'est que là, on a un joueur, quand même un joueur de niveau mondial, qui est tout jeune et puis qui est dans les 40 meilleurs au monde. Donc on voit qu'en dépit, et le réflexe est très présent chez lui, hein, dès qu'on s'approche, alors il va faire un saut de 2 mètres, hein, quasiment, tellement il est sensible dans la zone qui est impactée par le galant. Mais en revanche, ce que l'on voit dans son jeu, c'est que comme c'est un réflexe qui, cette fois, enlève de la verticalité et donne un mouvement qui est très aisé le long de ce qu'on appelle le plan frontal, un mouvement droite-gauche qui est très aisé, ça devient des gens, et lui, Hugo, c'est typiquement ça, qui sont des super défenseurs. Donc, une facilité intrinsèque à venir faire des mouvements droite-gauche. Ça veut dire que pour pouvoir le passer avec la balle, eh bien, entre la droite et la gauche, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de faire du droite-gauche et donc qui est un super défenseur. En revanche, et là, on voit bien ce lien avec les préférences naturelles, c'est un aérien, normalement, qui sont des gens qui ont une grande facilité à créer de la verticalité puis à avancer, à mettre leur masse sur l'avant. Et lui, Hugo, il ne s'est pas monté au filet. En tout cas, c'est un travail qui est très important qu'on doit mettre en place pour réussir à aller au filet, alors que spontanément, et il le décrit comme ça,
je me sens comme complètement tétanisé quand je vais devoir monter et puis aller à l'abordage, alors que je suis beaucoup plus à l'aise à venir faire du droite-gauche à l'arrière du terrain. Donc en même temps, une ressource qui a donné un super défenseur, et puis en même temps un problème induit qui est que j'ai du mal à être plus attaquant. J'ai pas pu gagner de tous les côtés. Donc ça veut dire que dans la prise en charge d'un patient, à chaque fois on va présenter les effets induits avec le versant positif, et puis avec le versant gênant. Et puis c'est la pesée de ça qui va dire, eh ben, ok, on y va, on essaie de l'intégrer, on le diminue, ou alors il est bien en place parce que c'est peut-être le côté ressources qui domine. Ok, alors, oui. Si je peux juste rajouter un petit mot là-dessus, ça c'est très important cette notion parce que les réflexes, il y en a des dizaines à la naissance. Et donc, je dois grandir avec. Que les réflexes soient intégrés ou pas intégrés, je grandis avec. Donc, je vais me structurer autour de mon intégration et de ma non-intégration des réflexes. Donc, peut-être que j'en ai intégré 20, mais qu'il y en a 20 qui sont pas intégrés pour des tas de raisons. Et donc, ça veut dire que tu as raison, l'être humain va toujours avancer avec ce qu'il a. Moi qui travaille avec des enfants dits dyslexiques, dysorthographiques, etc., souvent, c'est des enfants qui ont développé des tas de ruses pour contourner les difficultés. Donc, ils ont, en quelque sorte, ils se sont forgés, ils se sont fabriqués autour de ce qui pourrait apparaître comme une difficulté et qui, chez eux, va créer un comportement qui va finalement se transformer en avantage. Et donc, évidemment, beaucoup de sportifs vont se structurer autour de réflexes, entre guillemets, non intégrés, et ça semble paradoxal, mais quelque chose qui, au départ, pourrait être vu que comme une difficulté, peut devenir pour eux une ressource, c'est-à-dire leur donner un avantage, là où d'autres gens vivraient une difficulté. Et donc, ce qui va être très intéressant, et c'est pour ça ce regard croisé entre les préférences naturelles et mon travail sur réflexe archaïque, c'est de voir justement chez des gens, et nous c'est ce qu'on fait, notre but premier n'est pas de dire il a des réflexes pas intégrés, ça explique tous ses problèmes, il faut tout remettre les pendules à l'heure et tout intégrer. C'est pas du tout ce qu'on fait. On va analyser pour chaque personne qu'est-ce qui est pour lui une ressource, qu'est-ce qui est une difficulté et qu'est-ce qui pour lui est important de travailler. Et c'est pas un travail qu'on va faire systématique. On va pas chercher à tout entre guillemets nettoyer. Ce qui compte, c'est quel est l'objectif de la personne, qu'est-ce qu'elle veut accomplir et de faire exactement ce que tu viens de dire, de regarder qu'est-ce que les réflexes lui apportent et quel type de réflexes peuvent lui poser problème et de faire la balance entre le pour et le contre et de travailler évidemment que sur ce qui pose problème à la personne. Et ça, c'est absolument capital de déterminer dans quelle direction on se place et pas de considérer que les réflexes, c'est forcément négatif. Les réflexes, c'est ce qui me construit. C'est comme si on disait que t'as des peurs ou t'as des stress émotionnels, tes peurs émotionnelles sont forcément négatives. Non, c'est des systèmes de protection avec lesquels je me suis construit et qui font partie de ma personnalité. Et c'est bien comme c'est, tant que ça minime pas et que ça me gêne pas pour faire certaines actions dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qu'il faut déterminer avec les personnes. Alors maintenant, un cas où là, c'était justement un problème qui dominait. C'est une coach sportive et puis qui est venue nous voir hein, parce qu'elle-même, elle pratiquait le triathlon et puis elle se retrouvait à la fois pendant qu'elle courait, puis à la fois sur le vélo, avec des douleurs antérieures et puis des douleurs postérieures de hanche à droite. Alors, on regarde ce que ça donne au début quand elle est arrivée, donc ça c'était au mois de juin, au labo. Et on regarde sa manière de pédaler. Donc on voit là cet enroulement complet sur le côté droit. Vous voyez, hein, ce mouvement un peu exagéré du bassin latéralement, et puis on voit bien le galant qui est à l'œuvre, hein, cette inclinaison rapide du tronc. Et donc toute la zone qui était la zone située autour de cette hanche à droite était un peu comme hyper tétanisée, elle était là à l'œuvre. Alors, on regarde après 8 semaines de travail d'intégration. C'est la même qui fait exactement la même chose. On lui demande juste de pédaler au même watt, et puis même si on augmentait les watts, en fait, on avait ça. Donc là, on voit le mouvement beaucoup plus harmonieux. Les douleurs ont disparu, la puissance sur le vélo a augmenté, les douleurs ont disparu à la course, et puis il y a eu un gain aussi de performance à la course lié au fait que le rendement était meilleur, parce que je n'ai plus cette espèce de... Toi, tu parles de cailloux dans la chaussure, hein, c'est ça, Paul, hein. C'est cette espèce de mouvement qui me gênait, puis qui empêchait de mettre en œuvre ma préférence naturelle. Alors, ce qu'on a pu observer justement dans ces liens avec les préférences naturelles, c'est quand le galant venait, parce que parfois ça va être plus présent d'un côté, parfois plus présent de l'autre côté du corps, mais quand il venait impacter ce qu'on appelle, nous, le côté d'extension,
on a pu observer qu'il y a un côté du corps qui fonctionne davantage dans l'extension et l'autre davantage dans la flexion, et que le côté d'extension a plus besoin d'alignement. Donc, quand le galant il venait se réaliser sur le côté d'extension, alors ça générait une somme de blessures parce que c'est comme si le système devenait incohérent. Donc, dans le Moro, on a vu que le système devenait incohérent parce que je fais un talon extension, donc dans le plan arrière-avant. Et là, le système devient incohérent parce qu'il y a un mouvement droite-gauche qui vient parasiter le besoin des articulations de venir se mettre les unes sur les autres dans ce plan-là. Donc voilà, là, ça montre ce que peut réaliser un travail d'intégration et combien à la fois ça peut impacter le schéma des blessures, parce qu'elle était venue d'abord parce qu'elle était blessée, mais aussi les performances, quand justement le réflexe est devenu plutôt un problème qu'une ressource. Donc de nouveau, on peut poser la question maintenant de l'intégration de ces réflexes. C'est toujours le même principe, hein, il faut faire réaliser le mouvement spontané mais doucement. C'est quoi, Paul? Toujours le même principe, ça c'est le principe de base. Donc moi, ce que j'ai cherché à développer, c'est que, comme on peut le voir sur l'image du haut, on utilise une personne, un praticien qui travaille sur la personne. Alors je pense que c'est toujours important, surtout quand on travaille avec des gens qui ont des grosses difficultés, parce qu'ils se rendent pas compte de la force qu'ils mettent. Et donc, si on les laisse en autonomie avec des objets, ils peuvent le faire beaucoup trop fort, mettre beaucoup trop d'énergie sans s'en rendre compte. Ils vont réagir un peu de manière réflexe. Donc, c'est important dans les premières répétitions de pratiquer avec la personne pour lui faire prendre conscience qu'elle met beaucoup trop d'efforts, qu'elle fait beaucoup trop fort et que finalement, il faut qu'elle fasse moins fort, moins fort, moins fort. Mais une fois que c'est fait, et c'est pour ça qu'on va combiner ce travail-là avec un travail de prise de conscience. Alors, par exemple, là, tu as mis quelques exemples de mouvements qu'on peut faire. Effectivement, refaire des mouvements croisés, faire un travail sur la chaîne latérale, etc. On va combiner le type d'intervention pour finalement toujours faire ce qui est notre objectif, c'est corticaliser les choses, c'est rendre le mouvement accessible à la personne en inhibant le réflexe. Donc, soit à l'aide de quelqu'un qui me fait prendre conscience de ce mouvement-là, soit par un certain nombre d'exercices. Et ça, c'est quelque chose que j'ai été amené à développer parce que je voulais pas que les gens soient dépendants de moi. Ils pouvaient pas venir 3-4 fois par semaine dans mon cabinet pour que je puisse leur faire ressentir les choses. Et je voulais que très vite, ils puissent travailler en autonomie. Et c'est d'autant plus vrai que moi, je travaille surtout avec des enfants. Il est hors de question que je vois les enfants 3-4 fois par semaine pour qu'ils fassent leurs exercices. Donc, il fallait très vite développer une prise de conscience de la personne, de ce qui se passait dans son corps. Et finalement, le plus efficace va être d'utiliser des mouvements qui sont des mouvements du bébé, c'est-à-dire des mouvements naturels qu'on fait la plupart du temps au sol, parce que c'est dans cette programmation génétique du bébé que se trouve en quelque sorte l'antidote des réflexes archaïques. Normalement, c'est ces mouvements naturels qui sont faits par le bébé qui va intégrer les réflexes. Donc, on va procéder de la même manière avec le travail isométrique et on va compléter par des mouvements que la personne va faire en autonomie et on va retrouver des mouvements très classiques qui sont faits dans le monde du sport. Le seul truc par les entraîneurs, le seul truc c'est de trouver le mouvement adéquat pour un réflexe donné. Parce qu'évidemment, je sais bien que les préparateurs physiques comme toi, vous avez des centaines, des milliers de mouvements à votre disposition, mais encore faut-il trouver le bon mouvement pour la bonne personne. Et c'est une des choses que les réflexes vont permettre de faire, c'est de mieux comprendre le schéma moteur de la personne, son organisation profonde, pour lui donner les mouvements qui vont vraiment l'aider. Le besoin de la personne, dans le besoin comprendre comment son cerveau va générer des mouvements, qu'est-ce qui peut parasiter ces mouvements. Ensuite, une fois qu'on a fait cette expertise, proposer les protocoles. Donc, ça sont là des exercices. Les exercices n'ont rien de spectaculaire, en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est à réaliser, qui est le plus commun à réaliser. Mais en fait, l'exercice est réalisé au bon endroit, au bon moment. Et on peut très bien, tout au long d'une vie, si on ne les fait pas, avoir le réflexe qui est toujours là. C'est le côté très surprenant, c'est qu'en même temps, je peux en être dépendant de ma vie durant. Et puis, je peux, juste par quelques exercices, alors qu'on pense toujours que c'est la volonté qui permet de s'en sortir, juste par quelques exercices, réussir à m'en libérer pour passer à quelque chose de beaucoup plus adaptable. Et donc, nous on dit, ça libère les préférences naturelles, et ça permet de retrouver quelque chose qui est là, qui est en même temps efficient, mais en même temps plus adaptable que ce que l'est un réflexe. Ok, donc voilà, on a présenté ces deux réflexes. Dans la formation digitale, il y en a un certain nombre, 7, 8 réflexes parmi les plus importants, en fait, qu'on va voir à l'œuvre. Et puis, sur ces 7-8 réflexes, à chaque fois, vous allez avoir la manière de tester, la manière d'intégrer ces réflexes, de le repérer, et puis pour pouvoir ensuite considérer la libération en fait des préférences naturelles. À chaque fois, on voit aussi
De quelle manière? Ça, c'est un univers tout à fait nouveau, hein. Il y a plein de mouvements qui ont été décrits, par exemple, dans la course, ce qu'on appelle le court shoot, ce qu'on appelle le piston, l'overstriding, qui jusque-là ont été décrits, qui ont été vus, mais sans que personne ne comprenne, quand on le voit chez des gamins, quand on le voit chez des adultes, d'où ça vient. Eh bien, en fait, on est en train de mettre à jour d'où ça vient, et le plus souvent, c'est la rencontre d'une préférence avec le réflexe qui vient s'appliquer dans ce mouvement-là qui est un peu à part, sur les manières de faire. Ok, alors maintenant, finalement, on arrive à cette espèce de synthèse entre ce que sont les réflexes et puis ce que sont les préférences naturelles. Donc la synthèse, comment on pourrait la présenter? Mais on pourrait se dire finalement que dans ce qui détermine nos mouvements, on a des choses qui sont structurelles. C'est-à-dire, si on était fait avec un bassin large, eh bien, il va falloir faire avec ce bassin large. En général, ça donne des gens plutôt d'ancrage. Si on a été fait avec des tissus laxes, il va falloir dealer avec ces tissus laxes. Donc ça, ce n'est non adaptable. En fait, on fait avec le corps qu'on nous a donné, puis avec les structures qu'on nous a données. Ensuite, en termes hiérarchiques, juste au-dessus, il y a les réflexes qui se sont non inhibés. Pourquoi juste au-dessus? Parce que c'est hyper puissant et puis très peu adaptable. À partir du moment où on ne vient pas dessus pour permettre de les intégrer, une fois qu'ils sont là, ils s'installent et puis ils sont en schéma dominant, un peu comme s'ils criaient fort. Un peu au-dessus encore, donc c'est par ordre hiérarchique, hein, je viens de vous donner, vous avez les préférences naturelles, ce que je peux faire spontanément, je n'ai pas à réfléchir et qui me rend efficient. Et puis après, il y a ce que l'on va faire dans la vie. Et c'est la synthèse de ces 4 grandes slides, de ces 4 grandes éléments qui sont présents en moi et qui vont donner le mouvement final tel qu'il se réalise. On a parlé là du couple de ces réflexes et puis les préférences. On a illustré, mais vous imaginez bien que la quantité maintenant d'informations qu'on a à disposition pour comprendre ces relations entre réflexes et puis préférences et les ressources induites et les problèmes qui sont induits, ils commencent à être très importants. Et puis 100 grammes, ils s'accélèrent quasiment chaque semaine. On essayait de vous montrer combien c'est un couple qui va créer une spécificité qui est à la rencontre du champ de connaissances des réflexes et puis du champ de connaissances de ce que sont les préférences naturelles. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est avant de répondre à toutes les questions, parce qu'il y a pas mal de questions, eh bien, c'est de vous faire une petite présentation du travail qu'on a réalisé cet été avec Paul et puis avec Ludivine. Eh bien, on a pris 7 grands réflexes. On a donné des grandes explications sur ce que sont ces réflexes, la manière de les tester, la manière de venir les repérer, de ensuite pouvoir les intégrer. Alors le mieux, c'est peut-être que je vous montre un petit peu le travail qu'on a fait. Et donc je vais vous le partager, ce travail. Voilà, je vais chercher ma fenêtre d'application. Et c'est ça. Alors voilà, là je vais vous partager sur un réflexe qu'on a présenté dans cette formation, qui est, hop, voilà, le réflexe là qui s'appelle le réflexe tonique asymétrique de cou. Donc là, vous voyez Paul qui en premier vient présenter le réflexe. Donc il dit à chaque fois, je vais éteindre, je laisse un petit peu s'exprimer. Hein, Il va explorer soit un hélicorne, soit l'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est intéressé par quelque chose, et ça c'est très important, au niveau visuel et auditif, il tourne sa tête quelque part et il va entraîner son corps. Pourquoi je dis que c'est important? Voilà. Parce que le déclencheur du réflexe asymétrique du coup, c'est je m'intéresse à quelque chose, je veux aller voir ce qu'il y a par là, je veux écouter ce qui se passe par là. Chez un petit bébé, c'est surtout un son, on va lui faire tourner sa tête, hein, on fait ça, il tourne sa tête et automatiquement son corps va s'ouvrir de ce côté-là. Donc explication, ensuite on a Ludivine qui vient faire une proposition de test. Voilà, donc elle montre comment repérer de manière très simple ce réflexe chez la personne. Et puis ensuite, elle va proposer les exercices. Donc elle montre comment on peut réaliser des exercices. Vous avez déjà vu avec ces mouvements croisés, eh bien des exercices d'intégration à la fois isométriques, puis à la fois dans les exercices spontanés que la personne peut faire seule. Donc on retrouve bien ce schéma de explication, testing, intégration, et enfin, on retrouve ma pomme qui vient vous expliquer les liens qu'on peut trouver avec les préférences naturelles. Voilà, là c'est sur un triathlète.
Et puis, on explique combien ce réflexe-là, là, c'est pour le RTAC, peut venir impacter l'équilibre, impacter la performance, générer parfois des blessures. Encore ce matin, on avait un golfeur qui avait des soucis d'efficacité, puis quelques douleurs de cou, simplement parce qu'il avait ce RTAC, puis donc il n'arrivait pas à contrôler la montée dans le golf. Voilà. Alors, vous voyez que ça, c'est l'espace de la formation digitale. C'est un espace auquel vous avez un accès 7 jours sur 7, en continu, la vie durant, tant que les serveurs fonctionnent. Et puis, vous retrouvez tous les réflexes, le spinal de Galant, le réflexe de Babinski, avec chaque fois des heures de vidéo pour venir vous expliquer, puis vous permettre de faire votre métier, que ce soit pour un préparateur physique. Moi, j'ai habitude de dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui connaîtrait pas les réflexes archaïques et puis les liens avec la performance et puis les liens avec les blessures aurait vraiment un manque s'il a un professionnel du mouvement, que ce soit sur le versant santé ou que ce soit sur la versant performance. On vous a mis en plus un petit ajout avec, là c'est Ludivine qui vient avec une petite qui est une petite qui s'appelle Danae, puis qui avait pas mal de réflexes encore actifs, et puis qui est venue faire comme elle ferait dans un cabinet quand elle reçoit quelqu'un. Donc là, elle recevait Danae, et puis on l'a fait en mode scientifique. Donc vous voyez que on lui fait tous les tests conjointement. On l'a mis avec les caméras 3D, et donc on a conjointement commencer à prendre des données pour aller vers un schéma de recherche scientifique sur cet aspect. Et donc là, vous avez une quarantaine de minutes sur la rencontre avec Danae et puis Ludivine qui fait ce qu'elle ferait en fait dans son métier de thérapeute en recevant Danae et puis en allant faire le tour de ses réflexes et puis en commençant à intégrer ces réflexes. Voilà pour le contenu de cette formation. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est l'offre qui va avec, puisqu'on ouvre pour la première fois cette formation qui est à la rencontre des réflexes et puis des préférences naturelles. Alors, je vais venir vous mettre en place l'offre. Alors, si vous regardez bien à droite, là, vous êtes sur le chat et puis vous allez voir qu'il y a un petit onglet qui s'appelle « Offre ». Donc, l'offre de formation, là, je la publie. Hop, voilà, elle est publiée. Et puis, je vous montre maintenant de quoi il s'agit, en fait. Je vous l'ai déjà dit, cette formation, c'est 7 heures de vidéo qui vient vous présenter 7 grands réflexes. Ces heures de vidéo et puis ces réflexes sont accessibles. Là, vous pouvez les avoir. Il y a 10 modules au total. Là, vous avez devant vous l'ensemble des réflexes qui sont abordés, avec chaque fois Paul qui explique, Ludivine qui fait les tests, Ludivine qui fait les exercices d'intégration, et puis moi qui fais le lien avec les préférences. C'est un accès illimité. Pour les professionnels de santé qui ont un compte personnel de formation, c'est une formation qui est remboursable par le FIFPL. Donc, si vous voulez la commander, là, les commandes sont ouvertes, donc vous pouvez appuyer sur le bouton. C'est un prix de 290 €. Donc, en offre de lancement, au lieu de 350 €, ça, ce sera le coût standard une fois que l'offre de lancement sera terminée. Et donc, pour finir là-dessus, pour les professionnels de santé, vous pouvez faire jouer votre fonds personnel de formation, puisque c'est une formation qui est reconnue, accréditée par le FIFPL. Il s'agira juste au moment où vous prenez la formation. Donc, dès que là que vous allez l'acheter, eh bien, elle sera accessible tout de suite. Vous aurez un lien et vous pourrez d'emblée y revenir. Eh bien, dès que vous l'aurez acheté, vous pouvez demander, vous avez un petit endroit où vous pouvez discuter et puis vous pourrez demander à ce qu'elle soit prise en charge par le FIFPL. Barbara, qui s'occupe de tous les aspects administratifs, vous enverra les papiers pour la prise en charge. Donc voilà, 290 € pour cette offre de lancement à la place des 350 €. Vous pouvez la commander dès ce soir, dès maintenant, en fait, en allant sur votre droite, sur le bouton où il y a marqué « Offre ». Il suffit de cliquer sur « Profiter de l'offre ». Et puis ensuite de rentrer vos coordonnées et d'effectuer le paiement, et puis la formation est directement accessible. Voilà, ce que je propose maintenant, Paul, c'est que l'on puisse répondre aux différentes questions. Alors, je vais en lire, il y en a eu beaucoup de questions.
Vous êtes 400 auditeurs Ouais, actuellement j'ai vu encore plein à de nous questions. suivre. Alors cette webconf, elle va encore réapparaître dès demain. On fera un replay, on l'annoncera à la fois sur nos pages respectives Facebook, et puis on enverra ça aussi par newsletter si vous êtes dans la newsletter de l'IMP ou de Volodalen. Je vous propose maintenant de répondre aux questions. Alors, je commence. D'abord, j'ai le fait que ça fonctionnait bien, donc ça fait pas partie. Alors, il y a Jérémy qui, c'est au tout début, quand j'ai dit que c'est des espèces d'autoroutes naturelles, qui posait la question, est-ce que ces autoroutes, elles sont individuelles? Donc, je parlais des autoroutes des préférences, elles sont effectivement individuelles. En fait, ce qu'on se rend compte à travers les réflexes, mais aussi à travers les préférences, c'est que jusque-là, on pensait qu'il y avait une espèce de vérité qui était quelque part dans le monde, et puis c'était au fur et à mesure de faire quelque chose de juste qu'on allait nous-mêmes devenir juste, comme si finalement on n'avait pas de ressources internes, on était comme une espèce de pâte molle qui allait s'appliquer à ce que l'environnement allait dire qu'il fallait être. Et puis maintenant, au fur et à mesure, on se rend compte que l'environnement a toujours de l'importance. Vous avez vu, dans ces 4 hiérarchies que j'ai présentées, il y a ce que je fais, bien sûr, va me transformer, c'est une évidence. Mais on se rend compte que ça va se transformer de manière très différente selon comment je suis engrammé, selon comment je suis construit. Et donc, ces espèces d'autoroutes dont je parlais, qui est le lien entre un cerveau qui vient se connecter à des chaînes musculaires qui me sont personnelles, eh bien, elles me sont personnelles. Donc, elles sont effectivement individuelles. Après, on n'a pas à reconstruire tout le champ de la connaissance à chaque fois. On sait qu'il y a un commun entre tous les gens qui sont terriens. Je l'ai donné, c'est des gens qui utilisent plutôt les muscles situés à l'avant et donc qui s'équilibrent en mettant leur poids à l'arrière. Alors que les aériens, ils aiment utiliser leurs muscles qui sont plus connectés avec les muscles situés derrière et donc ils vont se mettre en avant parce qu'ils n'ont pas peur de tomber en avant parce qu'ils ont les muscles situés derrière qui les retiennent. Donc, est-ce qu'elles sont individuelles? Oui. De la même manière que quand je fais ça, il m'est individuel de mettre mon côté gauche au-dessus. Mais bon, Paul a la même individualité que moi sur ce schéma-là. Il n'a pas la même sur le schéma terrien-aérien. On va pas en dire plus. Mais voilà, donc elles sont bien personnelles en fait. Et vous comprenez bien, comme tout ça, c'est des curseurs et puis qu'il y en a plusieurs qui sont à l'œuvre, ben, vous croisez tout ça et vous constituez une individualité, une singularité qui s'appelle une personne qui est à l'œuvre. Alors, je continue sur les questions. Quelle importance donnez-vous dans cette analyse des équilibres arrière aux chaussures portées par l'athlète? Comment être sûr que les chaussures ne sont pas en cause dans cette préférence arrière? Alors, la manière d'en être sûr, c'est que concernant Stéphanie, c'est qu'on l'a suivie pendant des mois et qu'elle soit sur son vélo, qu'elle soit sans chaussures sur un tapis, qu'elle soit avec des chaussures, il se passe toujours la même chose. Donc, faut bien comprendre qu'entre ce coup qui fait ça, puis qui emmène complètement en arrière, à moins d'avoir des chaussures, vous êtes complètement sur l'avant et puis avoir des talons qui sont comme ça, qui vont vous donner de la sécurité tant que vous dépassez pas le talon, intrinsèquement, la chaussure aura peu d'importance. Je dis pas qu'elle n'a pas d'importance, je dis qu'elle a peu d'importance parce que vous avez une espèce d'autoroute, là, de nouveau pour reprendre interne, qui de toute façon fait ça. Et donc, le mouvement, ça va pas l'empêcher, quelle que soit la paire de chaussures. Donc là, il est clair qu'elle est absolument secondaire dans la manière dont Stéphanie, en tout cas, se comportait. Après, ce que l'on peut dire, et là, il y a toute une somme de connaissances qui arrivent dessus, c'est que si je mets des chaussures qui sont plus molles, qui me permettent de venir m'ancrer davantage dans le sol, ben, les systèmes d'ancrage, faire ça avec ses mains dans la deuxième partie du Moro, tu me confirmes, Paul, c'est aussi, ça permet d'inhiber la partie initiale. Donc, le fait de mettre un peu de mou, peut-être, si ça me déséquilibre pas davantage, peut favoriser des effets de flexion qui viennent s'opposer un peu aux effets d'extension du Moro. Mais il faut le voir plutôt comme ça. Alexandre disait bonjour Cyril, Paul, comment l'as-tu mis en place en testing? Ben voilà, Paul vient d'expliquer un petit peu cette notion de testing. Parfois, on voit que on a tous les signes physiques du Moro et puis la personne donne sa confiance, puis ne réagit pas au testing. Mais alors là, il y a plein d'autres manières de faire pour réveiller ce Moro. Là, on a donné au plus simple. Tu confirmes, Paul? Oui, bien sûr. Dans la formation digitale, on montre même beaucoup plus de subtilité que ce que j'ai pu expliquer ce soir, et on montre tous les petits paramètres à regarder. Et évidemment, il existe des tests alternatifs. Par exemple, il y a des gens, on ne pourra pas
les tester debout. Et donc, il y a des tests qui peuvent se faire coucher, par exemple, et il y a différents tests. Alors, une remarque de Quentin, qui est une remarque qu'on a déjà eue plusieurs fois, et puis qui dit, est-ce que finalement, la personne qui se met sur l'avant, l'aérien, est-ce qu'il n'y a pas une immaturité sensorielle qui crée justement sa préférence vers l'avant? Donc, dit autrement, est-ce que ce ne serait pas finalement dans l'histoire, puisque par exemple un morot, ça nous amène vers le haut, est-ce que ce ne serait pas les réflexes qui vont créer la préférence? Est-ce que ce n'est pas la non-inhibition d'un réflexe qui donne une préférence donnée? Sous-entendu, en fait, on aurait plein d'aériens. Ceux qu'on appelle les aériens qui seraient avec des réflexes d'extension non inhibés, et puis on aurait plutôt des terriens qui auraient des réflexes qui seraient des réflexes de flexion non inhibés. Alors, on en a beaucoup parlé avec Paul, et puis il faut bien voir que c'est un champ qui commence, et on est quasiment, je pense, les seuls dans le monde à faire cet interfaçage. Nous, ce que l'on voit, c'est que donc, si ça s'opérait, on aurait, si on prend ceux qu'on appelle les aériens dans nos testings, et puis qu'on fait après le protocole pour voir quels réflexes sont à l'œuvre, puis qu'on prend nos terriens, puis on voit quels réflexes sont à l'œuvre, eh bien, on devrait avoir une grande variation. Donc, on devrait avoir des aériens avec plein de réflexes d'extension, et puis des terriens avec beaucoup moins de réflexes d'extension. Or, on voit pas du tout ça. Donc, en fait, ce que l'on observe, c'est comme si c'était deux réalités qui étaient là, qui viennent s'induire, qui viennent s'activer de manière quasi autonome. Mais une fois qu'elles sont là, elles créent une réalité on l'a un petit peu présentée, qui est une réalité qui est spécifique et qui est nouvelle. Paul, tu confirmes ? Oui, oui, c'est exactement ça. C'est comme deux structures différentes du corps. C'est un peu comme l'histoire de dire être droitier et gaucher, puisque c'est une préférence naturelle, être droitier et gaucher. On n'a aucune corrélation entre les réflexes archaïques et le fait d'être droitier et gaucher. Et donc, on pourrait dire, alors pour droitier et gaucher, tout n'est pas déterminé, mais il y a un grand facteur qui est génétique, et de toute façon, la personne gauchère sera gauchère. Simplement, d'avoir tel ou tel réflexe va l'aider ou pas dans le fait d'être gaucher. Pourquoi ça peut l'aider ou pas dans le fait d'être gaucher? Parce que par exemple dans l'écriture, puisque moi c'est mon dada, je travaille beaucoup avec les enfants qui ont des problèmes d'écriture, eh bien ils doivent écrire de gauche à droite, alors que le gaucher spontanément préférait écrire dans l'autre sens, parce que ce serait logique, le droitier veut aller dans une direction et le gaucher dans l'autre, donc le gaucher doit s'y faire pour écrire dans le sens du droitier, et donc effectivement certains réflexes peuvent l'aider dans ce sens-là, ou au contraire le contrarier, mais de la même manière que ça va favoriser ou contrarier un droitier à d'autres niveaux. Donc pour moi, c'est exactement ce que tu dis, c'est deux structures différentes, mais évidemment, il y a tellement de possibilités au niveau des préférences et tellement de possibilités au niveau des réflexes que le nombre de combinaisons est quasi infini. Et donc, ce qui va compter, c'est de déterminer qu'est-ce que chaque personne a pris de sa génétique, de son inné, de son acquis, et avec quoi on fait face aujourd'hui. Quel est le fonctionnement de cette personne aujourd'hui? Et ça, c'est extrêmement riche, le nombre de paramètres est énorme, et comme tu l'as dit, c'est un domaine de recherche qui est tout à fait nouveau, et effectivement, je connais personne d'autre qui fasse ce travail pour l'instant entre les combinaisons des préférences et les réflexes. Et donc là, il y a un énorme champ qui s'ouvre à nous pour les mais ADF, une fois qu'on connaît bien le champ des préférences et puis le champ des réflexes, en fait, paradoxalement, il devient très facile de lire le geste final, le mouvement qu'on a évoqué de talon extension, les problèmes dans le backswing, dans le golf, je donne ça, mais on peut en prendre 1000 autres. Bien, au fur et à mesure, on voit le geste et puis on se dit, ben tiens, là, il y a ça qui est en train de se réaliser. Après, il suffit d'amener la confirmation ou l'infirmation de l'hypothèse qu'on donne au départ. Ok, Quentin, en intégrant le réflexe de Moreau, ça change donc sa préférence motrice. Alors, quand on est terrien, on reste terrien. Quand on est aérien, on reste aérien. Simplement, si j'ai un Moreau qui est très présent, je deviens un terrien qui a perdu mon schéma d'ancrage. Donc, je me réfugie à la verticale et même des fois un peu sur l'avant. Mais à cet endroit-là, je suis pas hyper à l'aise parce que c'est pas les chaînes musculaires que je connais bien. Et donc, j'ai perdu une partie de ma motricité terrienne. J'ai effectivement, le long du curseur, basculé un peu plus sur le côté aérien sans pouvoir devenir complètement un aérien. Donc, c'est une perte d'ancrage, un gain côté aérien, mais on ne voit jamais la personne qui est en type terrienne et peut avoir tous les réflexes d'extension qu'elle veut, réaliser l'ensemble d'un mouvement qu'un aérien peut réaliser. Donc c'est bien un interfaçage et c'est bien une modification le long du curseur vers plus d'extension, plus de flexion selon le réflexe que le réflexe va induire.
Laurent, en parlant de ce talon extension qu'on a présenté, Laurent dit, et pourtant un genou en hyperextension est plus économique au niveau des contraintes fémoro-patellaires qu'un genou en flessum, donc un genou qui reste fléchi. Alors pourquoi ce talon extension, il donne un syndrome fémoro-patellaire? En fait, il faut se présenter juste la course et puis quelles sont les forces qui vont être induites. Donc, quand on court en type terrien, nous on l'a déjà démontré plusieurs fois, on a des publications là-dessus, c'est des gens qui ne tapent pas dans le sol, puisque c'est des gens qui posent le talon, qui ensuite roulent autour. C'est comme si c'était une espèce de voiture familiale, et puis la voiture familiale, elle a des bons amortisseurs, et donc elle enroule son appui et elle génère une force qui est horizontale. Maintenant, imaginez, vous arrivez, c'est la troisième loi de Newton, hein, ici j'ai le sol, j'arrive comme ça, mon appui arrive comme ça. Donc, si je ne viens pas m'enrouler autour et puis je présente une surface dure là, ça génère une force qui va dans le sol ici, et la force de réactive, elle vient là. Donc, en fait, on obtient une vibration, et donc une montée de vibration, une montée de force qui n'est amortie par aucun muscle, qui n'est amortie par aucun tendon, et qui vient remonter le long de l'ensemble ostéo-articulaire. Donc, l'articulation, elle le prend direct dans la tronche. Donc, c'est une montée de force sur une articulation qui va amener un syndrome inflammatoire ou d'autres syndromes sur cette articulation, tout simplement parce que j'ai nulle part, j'ai amorti. Voilà, donc il faut plutôt penser de quelle manière une personne, quand il est au contact avec le sol, peut créer un système d'amorti. Donc dans un flessum exagéré où je viens mettre plein de poids par-dessus, ça va plier au niveau du genou, ça va mettre une force haut basse. Mais dans le cas d'une hyperextension, ça va mettre une force qui va remonter le long du système ostéo-articulaire. Donc dans les deux cas, on peut avoir un souci. Alors, il y a Mehdi qui pose une question qui est vraiment d'actualité, puisqu'on a parlé de masque dans le cadre d'un test d'effort avec le fait que les gens qui ont le moro, ils vont surréagir à ce masque en se sentant en danger. Alors, c'est le masque où ils se sentent pas à l'aise, et puis c'est l'effort maximum qui fait que je pars en hyperventilation et puis j'amplifie le stress. Hein, il faut le voir quand même comme ça. Donc, Mehdi, ce qui pose comme question, c'est est-ce qu'il peut avoir un lien d'actualité en ce moment avec les personnes qui ont du mal à supporter les masques dans la vie de tous les jours, et puis ce réflexe de Moro mal intégré. Paul, tu as un avis là-dessus? Alors attention, on ne part pas dans le pro-masque puis anti-masque. Hein. C'est une très bonne question. Non, justement. Non. Mais c'est une très bonne question parce que, bon, alors, j'ai pas de statistiques là derrière entre le nombre de gens qui supportent pas le masque et un réflexe de Moro, mais c'est assez sensé parce que les gens qui ont un réflexe de Moro, et je l'ai dit, et c'est ce que tu as expliqué, ils ont, chez le bébé, chez le Moro, il y a une aide le bébé au moment de la naissance, sa tête part en extension, il sort du ventre de sa mère et c'est là qu'il prend sa première respiration. Et le Moro va amplifier cette première respiration et il serait même responsable en quelque sorte de cette première respiration. Donc il y a un lien très fort entre le Moro et la respiration et on peut tout à fait imaginer d'une part que le fait de devoir porter un masque stresse les gens qui ont un Moro parce qu'ils vont se sentir en insécurité et dans l'incapacité à utiliser ce Moro et d'autre part c'est une difficulté respiratoire. Le Moro les stresse et leur fait devoir respirer plus que quelqu'un d'autre pour une situation comparable, c'est-à-dire que eux vont se stresser plus facilement qu'une autre personne, alors que finalement, il n'y a pas tellement de stress que ça. Et il y a des gens, on leur demande de porter un masque. Somme toute, c'est pas si grave que ça, mais ça va les stresser plus que les autres gens, et ça semble pour rien du tout. Mais c'est vrai que j'ai pas assez de statistiques pour le corroborer. Je me suis pas, dans mon cabinet, dit, voilà, on va dire aux gens, retirez votre masque, on teste le Moro, mettez le masque, on teste le Moro et voir s'il y a plus de fréquence ici. Mais pourquoi pas, ça serait à faire. Et si la situation dure, il faudra peut-être le faire pour pouvoir proposer aux gens qui ont des problèmes avec leur masque un remodelage spécial. On fera une formation digitale spéciale. En tout cas, nous, on le voit. Bon, c'est une situation dans laquelle il va y avoir un stress parce qu'on va aller au maximum de l'effort, mais c'est déjà présent dès que la personne porte le masque. Et c'est des gens qui, de manière traditionnelle, nous disent « je me sens pas bien ». Alors, personne se sent hyper bien avec un masque, mais disons que c'est plus ou moins important l'absence de confort. Ok, alors, donc là, il y a encore une question à propos de Hugo, vous savez, celui qui est joueur de tennis. Et puis, la question, c'est si on le ramène dans sa préférence aérienne et qu'on inhibe ce réflexe, est-ce qu'il va perdre en efficacité dans sa défense de fond de cours? Bon, ça, c'est une excellente question. Alors, en général, faut partir du principe de avantages, désavantages, pesée d'intérêt, et puis on prend la décision. Et la décision, c'est toujours avec le patient, c'est toujours avec le sportif. Mais c'est une des premières questions que la personne va avoir. Oui, mais ce que je suis, je vais quand même pas le perdre.
Parce que souvent, on pense que c'est difficulté, c'est d'aller chercher quelque chose qui est une faiblesse, puis c'est les faiblesses qui nous empêchent de devenir, mais souvent, c'est nos caractéristiques qu'on a peur de perdre, parce qu'on les connaît bien. Donc, entre quelque chose que je suis pas sûr d'avoir demain, puisque je pourrais perdre et que j'ai aujourd'hui, en général, on fait quand même attention de pas aller n'importe où. Donc, nous, ce que l'on dit, c'est qu'en général, quand on a développé une compétence dans une vie, il est rare qu'on la perde, cette compétence. Surtout si on prend la décision d'y aller, parce que le pesé de terrain nous semble plutôt positif. Donc, dans son cas, là, typiquement, la décision a été prise d'essayer de calmer. C'est un fil rouge, c'est un très bon défenseur, mais une fois, puisqu'il a décidé de faire du sport de haute performance, ben, à un moment donné, je dois être capable aussi de créer des ruptures, parce que sur le circuit, il y a des gens qui sont d'excellents défenseurs, et puis quand ils ont une balle courte, ça attaque, et puis ils montent. Et donc, on a considéré que c'était important qu'ils puissent le faire. Quand bien même il y aurait un tout petit peu de perte sur ce qu'il sait déjà faire, nous, c'est les observations qu'on a, elles sont extrêmement faibles, ces pertes, et puis le gain, il est juste immense. J'ai confiance dans ce que j'étais, et j'ai confiance dans ce que je deviens. Paul, c'est très important. Cette notion de réflexe, c'est un schème, c'est-à-dire c'est un patron. C'est pas parce que j'intègre le réflexe que je perds ce patron. Au contraire, le réflexe devient plus disponible. Enfin, pardon, le schème moteur devient motricité volontaire. La personne est plus capable d'utiliser sans être parasité par un mouvement involontaire. Donc, intégrer un réflexe ne veut pas dire que la personne sera plus capable de s'incliner latéralement. Bien sûr qu'elle est capable de le faire, mais elle le fera moins, elle le fera plus de manière contrôlée, et ce sera moins quelque chose sur lequel elle n'a pas de contrôle. Donc finalement, elle gagne en contrôle, et c'est ce que finalement veut tout sportif, c'est avoir plus de capacité à s'entraîner comme il le souhaite et à développer le bon côté des choses. Donc on est bien sur une idée de patron moteur, et c'est tout. C'est ça qu'il faut garder. Le réflexe, c'est un patron moteur, mais sur lequel je m'appuie pour développer mes performances. Donc on ne perd pas quelque chose quand on intègre les réflexes. On perd juste donc vous êtes une absence de contrôle, mais ça, on est content. Décidé de prendre cette formation. On vous en remercie. Pour ceux qui le voient pas, ben vous allez cliquer sur offre, parce que c'est pas disponible dans le chat. C'est vraiment en haut à droite sur offre, et puis vous pouvez cliquer sur le bouton. Alors, on continue. Quentin qui dit d'où proviennent les préférences naturelles. Eh bien, Quentin, on n'en sait trop rien. On sait juste qu'elles sont là dès la naissance, qu'elles s'expriment dès la naissance, qu'il y a un lien avec les génétiques, mais qu'il y a un lien lointain. Alors, pourquoi? Parce qu'on voit des familles, typiquement de mon côté, c'est du côté de ma maman, ma grand-mère avait le même schéma, puis tous les garçons ont un peu le même schéma, à la fois morphologique et puis sur les préférences que moi, mais puis il y en a plein d'autres familles où c'est comme ça. Mais on voit même plus de cas où il n'y a pas de lien du tout. Donc, en fait, on ne sait pas dire, c'est pas des petits pois verts qui donnent des petits pois verts, on sait juste que c'est là d'emblée. Mais vous voyez, on est tout début de l'histoire. Là, il y en a pour rien que sur les préférences, il y en a pour 200 ans. Les préférences pour les réflexes, il y en a peut-être sur 400 ans. Puis on aimerait bien qu'il y ait plein d'autres universités qui s'y mettent. On a commencé, il y a une suite d'autres universités, d'équipes de recherche qui s'y mettent, mais on est au tout début de cette histoire. Donc, le gros avantage, c'est qu'en termes de coaching, en termes de clinique, on est plus loin, beaucoup plus loin qu'on en est en termes de science. La science arrive, mais elle avance pas au même rythme que les connaissances qu'on a déjà pu observer, puis avec lesquelles on travaille au quotidien, à la fois sur les aspects de pathologie, puis sur les aspects de performance. Benoît, bonjour. Les causes sont-elles toujours, donc les causes de la non-intégration des réflexes, sont-elles toujours en lien avec des événements vécus stressants? Paul? Alors, pas toujours, parce qu'on retrouve une partie génétique, c'est-à-dire qu'on trouve, moi qui travaille avec les enfants, beaucoup de réflexes non intégrés chez les enfants, et les parents ont les mêmes. On va retrouver le même schéma chez les parents. Alors, c'est un aspect génétique et aussi des habitudes de vie. On peut imaginer que les parents ne passent pas que leur génétique, mais leur habitude de vie. Donc, c'est un mélange des deux. Mais on va aussi retrouver tous les schèmes de stress. Stress qui se passe pendant la grossesse, stress qui se passe pendant l'accouchement, dans la première année de vie en particulier, mais stress qui apparaît à tout moment dans la vie, qui font qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de faire appel à mes modèles réflexes pour surmonter des difficultés. Donc, le stress peut être d'origine physique, émotionnelle, cognitive, autre phénomène, parce qu'au stress, on pense forcément à un événement, mais il y a aussi mon mode de vie, mes habitudes, et ça, c'est très important. Beaucoup de réflexes ne peuvent pas s'intégrer
par les mauvaises habitudes que j'ai et surtout par les mauvaises habitudes que je donne à mes enfants. C'est-à-dire un enfant qui passe trop de temps derrière un écran et qui bouge pas assez n'aura pas assez la possibilité d'intégrer ses réflexes. Donc il y a le nombre de paramètres qui interviennent dans le bon fonctionnement de l'être humain est tellement vaste parce qu'on pourrait parler de nutrition, équilibre émotionnel, physique, mode de vie, génétique. C'est extrêmement vaste. Donc c'est pas toujours un stress, mais c'est souvent lié à des stress. Mais un stress, ça peut être tout simplement d'avoir mis un enfant dans un Yupala, dans un trotteur quand il était petit. Du coup, il n'a pas pu développer sa motricité. Il a été entravé dans son développement. Nous, on le voit pas comme un stress, mais pour lui, c'était un stress d'un point de vue de son développement. Voilà. Et il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais c'est pas forcément que des choses qui se passent à l'état du bébé. Ça peut être parmi les choses un peu incroyables qu'on a pu voir, par exemple, sur ces notions de déclencheurs, c'est que il y a des gens, en fait, qu'on appelle, tous les professionnels de santé et puis du sport connaissent un petit peu ça, qu'on appelle l'axe. Donc, c'est des corps dans lesquels les tissus ne contraignent pas assez les articulations. Dans la quasi-totalité des gens qui sont laxes, on voit des réflexes d'extension, notamment le réflexe de Moro, qui sont encore actifs. Et donc là, c'est une cause qui est là, qui est pas un stress au départ, c'est juste une particularité structurelle du corps et qui va faire que le système nerveux, il se dit, parce que c'est des gens qui sont en général instables dans le plan frontal, qui se dit, il y a besoin de recréer de la tonicité de l'axe et le réflexe reste complètement actif. Juste pour vous dire où ça en est au niveau scientifique, il y a une équipe scientifique espagnole qui depuis 15 ans a pu observer ces rapports entre la laxité, des éléments physiologiques comme la tension artérielle plutôt basse chez les laxes et des éléments psychologiques comportementaux comme l'agoraphobie multipliée par 8, comme un taux d'anxiété de 80%, alors que dans la population, il est habituellement plutôt de 20%. Et ils en sont à l'étape à se dire, mais là, on comprend pas ce qui peut se passer. Comment ça se fait qu'il puisse y avoir un lien entre des structures de la laxité et puis un type de comportement et des effets physiologiques. Nous, on pense qu'on comprend bien ce qui se passe. À partir du moment où on a compris que la structure oblige à la persistance du Moro, on voit que le reste va être induit à la suite. Voilà, donc ça fait partie de ce que l'on veut pouvoir démontrer en mode scientifique. À notre avis, ce sera un bond incroyable dans la compréhension de ce qu'est le corps. Cédric, est-ce que d'anciennes blessures diagnostiquées et attribuées lors de tes anciennes formations, il s'adresse à moi, à différence de latéralité, tu pourrais plutôt les attribuer aujourd'hui à un mixte de réflexes et puis de préférence. Cédric, la réponse est clairement oui. Ça n'empêche pas que tu peux avoir des effets de latéralité qui n'ont rien à voir avec les réflexes, mais la porte a été ouverte, et puis quand la porte a été ouverte, on s'est rendu compte que de l'autre côté, il y avait plein de monde. Et ce plein de monde, on a essayé d'en présenter un peu, donc ces liens qui, dans plein de cas maintenant, on se rend compte que quand on a un geste un peu exceptionnel, un truc un peu à part, plus puissant que ce qu'on décrit habituellement dans les préférences, il y a un réflexe sous-jacent. Il y a un effet ou structural, et en général c'est structural, ou en termes de réflexe. Donc c'est ce qui donne cet univers qui est foisonnant maintenant, qui est à la rencontre des deux connaissances. Alors Jean-Philippe qui pose la question, si on veut inhiber les réflexes actifs, est-ce qu'il y a un ordre spécifique obligatoire? Alors, c'est une très bonne question. Il y avait dans le passé des gens qui ont émis des théories là-dessus en disant, voilà, on doit travailler d'abord dans l'ordre chronologique ou on doit travailler dans l'ordre des réflexes qui sont le plus problématiques au test, etc. Et en fait, on a déjà donné la réponse en quelque sorte puisqu'on a vu qu'on va discuter avec la personne. On va lui présenter, on va faire le bilan réflexe. Donc là, par exemple, les gens qui vont faire la formation en numérique vont avoir accès à un bilan de 7 réflexes et on va voir aussi une séance complète que fait Ludivine sur la petite fille pour voir exactement comment on fait ce bilan réflexe en situation réelle. Et vous allez voir ce qui est surprenant, c'est que nous, on voit un certain nombre de choses, mais on va ensuite expliquer à la personne, voilà ce qu'on a vu, voilà quelles sont les forces de ce réflexe et les inconvénients qui peuvent te poser. Qu'est-ce qui semble pour toi important de travailler, ce réflexe ou celui-ci. Par exemple, dans un geste de golf, on peut trouver 10-20 réflexes qui interviennent entre le contrôle de la tête, la préhension au niveau des mains, la stabilité au niveau des pieds, les inclinaisons du galant pour la colonne vertébrale. Et nous, on peut trouver un certain nombre de choses, mais ce qui va être déterminant, c'est la personne. Et c'est finalement ça qui est important. Quel est l'élément clé
pour la personne, pour accomplir son objectif. On ne cherche pas à tout prix à imaginer que vous allez voir un podologue, un posturologue ou un kinésithérapeute ou un ostéopathe, vous lui demandez pas « rendez mon corps parfait comme une statue grecque » et puis voilà. Non, ça n'existe pas. On cherche le fonctionnement qui est optimal pour la personne par rapport à son besoin de fonctionnement finalement, à sa fonctionnalité. Et donc c'est ce qu'on fait. Donc il n'y a pas de théorie. Alors oui, on sait statistiquement des fois c'est plus intéressant de commencer par ici ou par là, mais le dernier mot c'est toujours le besoin de la personne, de répondre à ce besoin, sa stabilité qu'elle recherche, son objectif. Et c'est comme ça que nous on va faire. Et finalement, comme tout est interconnecté, peu importe en quelque sorte par quel réflexe on commence, vu que on peut pas séparer un réflexe d'un autre, on va avoir un effet. Donc on regarde à l'endroit où la personne a le plus de problèmes, pourquoi elle est là, et puis on essaie d'intervenir en priorité sur ce point, sur le réflexe qui serait prioritaire par rapport au problème que la personne rencontre. Pour faire simple, hein. Voilà, mais à ceci près, c'est pas nous qui allons dire ton problème il est là, c'est plus la personne qui va dire ah oui je ressens plus qu'il est là, et donc c'est la personne qui va nous guider dans ce travail-là, et ça c'est important. Et je pense que c'est ce que fait aussi tout bon préparateur physique, c'est pas juste d'essayer de plaquer un modèle sur la personne, mais de discuter avec elle. Les préférences, c'est alors les déséquilibres et compensations créés lorsque nous étions bébés. Voilà, ça c'est assez habituel. Des fois dans les formations professionnelles de santé, je dis si vous me dites un 10 quelque chose ou un déséquilibre, vous m'expliquez la ressource qui est en dessous. Et puis que vous n'avez pas identifié. En fait, donc dans la question, il y a toujours cette espèce de repère, puisqu'on veut essayer de régler des problèmes, à se dire finalement il y a un déséquilibre, il y a un souci, puis ce qui advient après, parce que la personne n'est pas toute droite et puis elle n'est pas selon voilà cette statue grecque que tu évoquais. Elle a nécessairement un déséquilibre. Donc c'est un déséquilibre vers l'avant, c'est un aérien, mais c'est un déséquilibre vers l'avant et puis vécu comme un problème. En fait, il faut le prendre comme une ressource parce qu'il faut bouger. Donc, il faut créer du déséquilibre pour pouvoir bouger. Si on ne bougeait pas, on aurait un arbre, il va tout droit, il bouge pas. Mais après le moment où vous voulez bouger, vous devez créer un équilibre et en même temps une capacité à créer du déséquilibre. Et donc, il faut choisir de quel côté vous allez placer. Quelqu'un qui serait que au milieu ne pourrait pas créer de déséquilibre. Donc, il faut plutôt le prendre comme une ressource qui est à l'œuvre. Pourquoi ça vient se mettre plutôt sur les chaînes post chez un aérien qui va se mettre ensuite devant et puis sur les chaînes antérieures? Je vous l'ai dit, on ne sait pas encore pourquoi ça se passe comme ça. Mais pensez bien que ce n'est pas un 10 ou un D, c'est une ressource, c'est une manière spontanée de bouger qui est efficiente. On a pu montrer, par exemple, que quand les gens courent à 12-13 km/h, que vous soyez terrien ou vous êtes aérien, dans les deux cas, vous êtes efficient. Si le sol est dur, après, l'aérien va être plus efficace parce qu'il va pouvoir rebondir. Si le sol est mou, ça va être le terrien qui va être plus efficace. Donc après, on devient contextuel en fonction de ce qu'est cette préférence. Mais c'est une ressource, ce n'est pas un problème en soi. Jean-Marc, alors justement, là, on revient sur le même système. Que pensez-vous de spécialistes en neurocognition qui expriment que les préférences naturelles ne sont que les conséquences de réflexes non intégrés? Et on peut juste penser que c'est la manière la plus simple. C'est pas anormal de penser ça. Disons que si on connaissait rien, si on n'avait pas pu regarder ce qui se passe dans la vraie vie et qu'on ait une idée comme ça à sortir en connaissant rien dans le domaine, eh bien on dirait ça. Parce que ça semble logique que de dire que les gens qui n'ont pas intégré leurs réflexes, puisque c'était connu jusque-là et avant les préférences, eh bien deviennent des aériens. Et puis que les réflexes d'extension deviennent aériens, puis les autres deviennent des terriens. Mais ça, c'est la pensée de quelqu'un qui a juste développé une idée sans savoir ce qui se passe dans le monde. Donc c'est pas faux d'avoir développé en soi cette idée si je regarde pas ce qui se passe dans les faits, mais une fois qu'on connaît les faits, on voit que l'idée est absolument fausse. Alors, quand vous travaillez avec les enfants... Pardon? Totalement d'accord. Alors, donc encore peut-être 2-3 questions. Je dis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. On va pas pouvoir répondre à tout, mais ça fait un peu plus d'1h30 qu'on est à l'œuvre. Donc, alors Anne, quand vous travaillez avec les enfants, vous donnez les mêmes exercices à faire à la maison, à faire tous les jours. Est-ce que c'est la même chose qu'on a vu en cabinet, puis qu'on va faire comme exercice? Paul? Oui, c'est-à-dire que dans le cabinet, on va trouver les mouvements que la personne peut réaliser chez elle en autonomie. Donc, on passe du temps pour lui montrer. On utilise des bercements, on utilise des mobilisations, on utilise du travail isométrique, on utilise des jeux à base de ballons ou d'élastiques. Ce qui compte, c'est de trouver, en fonction de l'âge de la personne, ses capacités physiques, sa motivation, ce qui est le mieux pour elle. Donc, on va lui montrer en cabinet quoi faire. Et finalement, ce qu'on fait en cabinet, nous, des fois, on fait quelque chose
qu'elle fera pas à la maison parce que nous, on va l'aider à ressentir ce qui se passe dans son corps. Mais ensuite, une des choses très importantes qu'on fait en cabinet, c'est bien d'enseigner à la personne ce qu'elle va faire à la maison. Donc oui, globalement, notre travail en cabinet, c'est de montrer à la personne ce qu'elle va devoir faire ensuite en autonomie pendant alors, quelques Isabelle, semaines. Je vois que la formation est indiquée niveau réflexe. 1. Combien de niveaux vont être programmés? Bon, alors, en fait, on a déjà fait celle-là. Pour l'instant, il n'y a que celle-là qui est programmée. Nous, on en est, je pense, Paul, on en est très fiers de cette formation. On est très content d'avoir pu présenter ça pour la première fois. On donne aussi des formations en présentiel ensemble. Il y en a 3 ou 4 dans l'année, mais là, en fait, elle est accessible à tout le monde de suite. Et puis, avec ce contenu que vous pouvez garder à la maison. Mais on va d'abord attendre de voir comment ça se passe. Si déjà vous en êtes content, nous on en est très contents et puis très fiers, mais si déjà vous en êtes content, si ça vous plaît, et puis donc si on a une demande, alors peut-être qu'on décidera de mettre un niveau 2. Mais comme on a l'habitude de se projeter, on a déjà mis un niveau 2, mais en fait il n'y a rien de programmé, Isabelle. Voilà. Et je tiens à dire qu'en fait, cette formation numérique qu'on a faite, elle est quand même l'aboutissement de plusieurs années où on travaille ensemble et où on a donné cours ensemble, où on a pu établir ce qui semblait le plus intéressant, justement, de combiner des deux mondes, réflexes et préférences. Bien sûr, il y aurait beaucoup plus de choses à dire, mais je pense que si déjà les gens maîtrisent ce qu'il y a dans ce niveau-là, il y a déjà pas mal de choses à faire. Top format de webconf, merci Émeric, surtout de contenu complet, structuré, mise en pratique tout de suite, hein, ça donne envie d'aller plus loin, de revenir vers vous pour je vais acheter l'offre et je pourrais prendre le temps de l'intégrer petit à petit, belle évolution, à quand les résultats de la grande étude? Alors Émeric, les grandes études, en fait, on en a plein tout le temps. En fait, on en a 2. Alors, il y avait une étude ici à Hollon où on a déjà produit des résultats, il y a déjà eu des publications. Il y en a 2 qui sont à l'œuvre actuellement. Et puis, je vous l'ai dit, il y en a une qu'on aimerait mettre en œuvre dès qu'on va pouvoir. C'est celle qui interface ses préférences et puis les réflexes. Actuellement, on a une étude en cours à Lausanne, il y a encore 15 jours, avec 130 coureurs et où on prend le tout, les préférences. Pour les podologues qui nous suivent, on met des semelles typées terriennes, typées aériennes, et puis on teste l'ensemble des réflexes. Donc on va déjà avoir là sur 130 personnes, et puis on a tout. On a les plateformes de force, on a les caméras 3D, on a les accéléromètres, on a les scores de plaisir dans les manières de faire. Donc ça va déjà commencer à sortir, et puis on espère bien qu'il y en a d'autres peut-être à Caen, proche de Paul, qu'on pourra mettre en œuvre. Alors, peut-être une dernière question. Ouais, alors on l'a programmé pour quelques semaines. 2021, elle sera plus valable. Pour l'instant, on n'a pas encore mis le point final. On ne sait pas exactement quand on va l'arrêter, mais ça va être elle sera peut-être accessible à ce prix-là, peut-être 2, 3, 4 semaines. Pour l'instant, on l'a pas encore complètement arrêté. En 2021, c'est sûr, elle sera plus à ce prix-là. Donc là, on l'a mis en lancement, mais on n'a pas mis de temps où ce sera final. Mais ça, on préviendra le moment où ça s'arrêtera. Alors, bonjour tous les deux. Merci de votre conférence. Paul, depuis 2 ans que tu marches pieds nus, ça fait que 2 ans que tu marches pieds nus? Est-ce que ton curseur des motricités a changé? Ouais. Je ne sais rien. Avant, j'étais en minimaliste, en chaussures minimalistes, et là, je suis complètement pieds nus. J'ai abandonné les chaussures il y a 2 ans, ouais. Je peux pas répondre, Guillaume. J'ai pas vraiment cherché à étudier. J'ai un pote qui l'a fait, qui l'utilise sur lui et sur des patients, qui a une plateforme de stabilométrie et qui voit des petits changements au niveau des appuis et certaines choses, mais j'ai pas assez d'éléments pour te dire ce qui a vraiment changé chez moi au niveau de ma motricité. Je raconterai des bêtises. En tout cas, c'est une expérience que je recommande à tout le monde et qui est géniale à faire, surtout l'hiver. Alors, une dernière, négative. Michael, avez-vous fait des liens entre préférence motrice et vision? Mais j'irai même plus loin. Oui. On a un cadran de l'équilibre, mais on a aussi du mouvement, mais on a aussi un cadran de la vision. Donc, il y a des liens très nets. La vision aérienne pitérienne n'est pas la même. Il y a des liens avec la latéralité aussi. Mais plus encore que ça, il y a des liens avec les réflexes. C'est-à-dire que typiquement, quelqu'un qui a un réflexe de Moreau, on le lit dans ses yeux, quoi. Il n'y a pas que dans les yeux, il y a dans la bouche, dans les mouvements. Pourquoi? Parce que c'est de l'extension. Donc, il y a monsieur qui est venu ce matin, par exemple, pour le golf.
j'ai pas besoin de faire les réflexes pour voir que quand j'ai ça, ben, j'ai quelqu'un qui a de l'extension sur le haut du corps. Donc, ça donne une vision aussi qui va être comme le reste des motricités. La vision va être affectée, va être modifiée selon le réflexe qui est à l'œuvre. Donc, il y a le lien entre les préférences et la vision, mais il y a le lien aussi entre les réflexes et puis la vision. Alors voilà, ça nous donnera le point final pour cette préférence. On voit que à la fois dans nos attitudes, à la fois dans nos comportements, à la fois dans notre émotion, à la fois dans la manière dont on va s'équilibrer, eh bien, se joue ce système nerveux qui est à l'œuvre avec sa boîte à outils. Dans sa boîte à outils, il a les préférences, des circuits nerveux qu'il aime réaliser, dans lesquels il se sent bien. Il y a des réflexes qui peuvent être là comme des ressources, qui peuvent être là comme pour résoudre un premier problème et en induire un second. Et puis avec tout ça, eh bien, quand on est professionnel de la santé, quand on est professionnel du sport, on peut venir mieux éclairer, mieux comprendre les besoins d'un sportif et puis venir y répondre. Et puis dans cette formation digitale qu'on vous propose, on vous l'a dit, avec Paul, avec Ludivine, on passe en revue 7 grands réflexes. Alors oui, il y en a d'autres, mais on a quand même considéré ceux qui nous semblaient très importants pour ce niveau 1, parce qu'on connaissait bien l'interfaçage avec les préférences et puis qu'en soi, il modifie les mouvements qui sont à l'œuvre chez les sportifs, mais aussi chez les autres patients. Donc, on en est très fiers. On espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous donner les retours. Et puis, merci beaucoup. Merci, Paul. Parle de ton bouquin, parce qu'il y a des gens qui demandent des références bibliographiques, parce que dans ton bouquin que tu as sorti, tu parles à la fois des préférences et des réflexes, et je pense que c'est intéressant pour les gens qui s'intéressent à la thématique de ce sujet. Si, mais il faut que je me lève. C'est un bon bouquin, évidemment, tu l'as pas sous la main, ton bouquin. Au labo. Mais regarde, ceux qui veulent un bouquin sur les réflexes, regarde, moi j'ai prévu de ton bouquin. Il y a un super livre qui existe, qui s'appelle Le Grand Livre des réflexes. Non, quelqu'un a écrit. Quelqu'un a écrit, je veux parler de mon bouquin, c'est pas moi qui l'ai écrit ce bouquin, et qui parle aussi du lien entre la vision et les réflexes, parce que quelqu'un demandait le truc là, mais quand même ton bouquin il est vachement intéressant pour la thématique d'aujourd'hui, parce que tu as vraiment absorbé ce qu'on a étudié ensemble sur les réflexes et les préférences naturelles, et je trouve que ça résume bien les choses en complément de la formation, ou pour ceux qui veulent se payer le bouquin. Puis la première grand chapitre qu'on évoque, c'est les réflexes, et puis comment ces réflexes vont ensuite venir interagir avec certaines préférences. Là, il y a Thibaut qui approche pour que je puisse me montrer. Donc, ouais, le bouquin, il arrive tout seul, donc le voilà. C'est bien. Mais ça justifierait, en fait, si on prend les bouquins, ça justifierait d'écrire un bouquin spécifiquement, mais c'est ce qu'on vous donne là, ce qu'on vous propose. Le bouquin n'existe pas pour le moment, puis il n'est pas programmé dans les mois à venir. C'est ce qu'on vous propose dans cette formation. Donc, c'est un format digital qui est particulièrement intéressant, puis qu'on vous propose dans cette formation, cet interfaçage entre réflexes et puis préférences. Voilà, merci beaucoup, Paul. Merci à tous. Voilà. Merci à tous. La conférence sera disponible en replay. Hein. Parlez-en autour de vous. Oui, c'est ça. Donc, Karine posait la question, est-ce que la conférence est accessible en replay? Oui, elle va être accessible en replay. Ça va être très vite sur les pages Facebook, à la fois de l'IMP et puis à la fois de Volodalen. Puis on va envoyer des newsletters. Donc, vous pourrez continuer de voir cette conférence, ou si vous l'avez pas vue en complet, ou alors la donner, la recommander à des amis si vous l'avez trouvé sympa. Désolé de ne pas avoir pu répondre à tout le monde, mais on a beaucoup, vous êtes encore quasiment 400 à nous écouter, et puis on a beaucoup de questions. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que peut-être on en fera une autre, si déjà cette formation vous plaît, et puis qu'on refait une autre formation de ce type-là. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Paul, et puis bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir.